Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est la nouvelle année, et je vous annonce que l'émission va être riche. Alors, on va commencer par un bilan de l'année cinéma 2023. Je verrai toujours leur visage parce qu'ils gravitent autour de moi, les gardiens de la galaxie, 24 images secondes, ces chiens de la casse, prêts à défendre ou à descendre en flammes chaque film qu'ils visionnent. Je parle évidemment de nos chroniqueurs. Je commence avec Christina, bonne année, et comment vas-tu ? Très bien, merci, très heureuse de vous retrouver et prête pour une nouvelle année cinéma et de débats enflammés. Je salue ton voisin de gauche, le docteur Raymond. Bonjour docteur. Eh bien bonjour et bonne année à toutes et à tous. Il nous fait l'honneur de sa présence, c'est mon Nico. Salut et bonne année. Et vous allez l'entendre pour la première fois de cette deuxième saison, le trop rare Eddy. Salut Eddy. Bonjour. Et à mes côtés, Julien. Bonjour mon cher Julien. Salut les cinéphages et bonne année cinématographique à vous. J'ai hâte d'attaquer 2024, mais j'ai encore plus hâte de parler de 2023. Et moi c'est Jérém, bien sûr, votre humble serviteur. C'est parti pour l'anatomie de l'année cinéma 2023. Fermez les yeux, chères auditrices et chers auditeurs, et à vos casques. Alors pour commencer, comme on a fait l'année dernière, voici nos films préférés de l'année 2023. Classe, man. Top of the pop. Je commence avec Eddy, pour ton retour. Tu mets en avant 8 films dans ta liste et une mini-série. On va commencer donc dans l'ordre. Mad God, qui pour toi est le chef-d'œuvre absolu, on en a longuement parlé lors de la saison 1. C'est très juste. Tu mets ensuite Spider-Man Across the Spider-Verse. Un petit mot sur ce film d'animation qui est assez fou, je pense, Eddy, tu peux nous en parler ? Eh bien, c'est dans la continuité du premier. Alors évidemment, il n'y a plus l'effet de surprise stylistique du premier. Évidemment, thématiquement, moi, le premier était complètement fou. Et là, j'ai hâte de découvrir le troisième volet parce que là, il a été conçu comme étant un double film. Et la fin, le cliffhanger de ce deuxième volet est monumental. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. Il est également dans la liste, il n'est pas là, mais Mister Thibault a le droit d'être cité. Il a mis ce film dans son top également. Ensuite, tu plébiscites les Fabelmans de Tonton Spielberg, qui est d'ailleurs présent dans quasiment toutes les listes. On y reviendra après. Tu as kiffé Reality. Alors parle-nous de ce film de Tina Setter qui t'a marqué. Pourquoi ? C'est un film formidable pour plusieurs raisons. La première, c'est que formellement, ils se sont amusés à faire beaucoup d'allers-retours parce que c'est adapté d'une histoire vraie et c'est adapté des transcriptions de l'événement. Donc pour parler un petit peu du sujet du film, c'est l'arrestation d'une jeune femme qui a révélé des documents confidentiels. Et donc on voit tous les rouages mécaniques en fait pour qu'elle soit arrêtée. Et c'est vraiment adapté des transcriptions, et la mécanique d'écriture est incroyable parce que en vrai c'est juste passé dans la vraie vie. Mais sauf que c'est un scénario de film, c'est-à-dire on voit les agents fédéraux qui sont des manipulateurs. On voit comment est-ce qu'ils, pour récupérer une information, ils vont passer par des biais tournés parce qu'ils savent ce qu'ils font. En fait, c'est des jeux machiavéliques, c'est très fort. C'est ça, c'est inspiré de la vie réelle, et moi je trouvais que ce film ressemblait à aucun autre. Déjà, c'est rare, déjà. Il prend les transcriptions et il en fait une fiction. C'est très fort. Donc c'est aussi Mister Thibault qui l'a mis dans son top. Décidément, vous rapprochez. Ensuite, tu as mis Limbo du petit génie de Hong Kong, Soi Chiang. Julien, tu avais envie de dire un petit mot sur Limbo apparemment ? Oui, bien sûr, j'ai adoré comme beaucoup ici. Il est dans ton top, c'est vrai. S'il est dans mon top, j'espère que j'ai adoré. Dans mes souvenirs, oui. Je suis content de l'avoir vu au cinéma parce que en termes de traitement cinématographique, c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant visuellement. Un noir et blanc d'une profondeur, franchement c'est un film à voir au cinéma. J'en avais entendu beaucoup parler déjà par Eddy et dans les festivals, et j'avais espoir qu'il sorte en France. Ça a été le cas, et fort heureusement ça a été un plaisir de le découvrir au cinéma. Alors dans mon top il y a beaucoup de films de tueurs à gages, tueurs en série. Je voudrais dire aux auditeurs que c'est pur hasard, vraiment. Ouais. Non, t'es un grand malade. Je suis pas du tout tueur, je suis pas du tout psycho.
Foncez voir Limbo. Exactement, et donc pour revenir on va finir sur le top de Monsieur Eddy. On a The Whale, donc on a déjà débattu de The Whale, donc de Darren Aronofsky. Les Feuilles Mortes de Coris Maki, on en a aussi d'ailleurs débattu. Et je vois le livre des solutions à Cocorico, un film français dans ton top, de ce bon vieux Michel Gondry. Donne-nous envie d'y aller. Qu'est-ce que c'est ce livre des solutions ? C'est un film sur l'amour du cinéma, sur l'envie de faire des films. Ah. Et c'est tellement... Alors, en même temps, je pense que ça raconte aussi beaucoup sur les problèmes internes que peut ressentir Michel Gondry. Enfin, c'est-à-dire, il y a un truc où ça respire quand même le mal-être, même s'il s'en cache pas, hein, du fait que c'est un peu inspiré de sa vie et d'événements qu'il a vécu sur différents films. Mais il y a un truc où on sent que bon, il est pas forcément hyper à l'aise avec tout. Typiquement quand il va au beau milieu de la nuit dans la chambre de son assistante monteuse parce qu'il a des idées de montage. Peut-être qu'il faut qu'il se calme un petit peu parce que c'est pas le moment de faire ça. Mais ça, voilà. Trop de nos jours. Mais c'est c'est peut-être chelou. Ouais. Il y a un truc qui respire l'envie de faire des films et en même temps de comment intérieurement c'est pas forcément toujours facile. Donc je trouve ça assez cool. Ouais, moi j'ai beaucoup rigolé. Je trouvais que Pierre Ninet, il est fantastique. Il m'a fait marrer, quoi. Il est génial. Voilà, moi j'ai trouvé. Oui. Et je vois, et d'ailleurs tu es l'un des seuls à avoir mis une mini-série dans ton top. Il s'agit de la chute de la maison Usher, qui était sur Netflix, de Mike Flanagan. Première fois d'ailleurs qu'on parle de Mike Flanagan dans un podcast, alors que toi et moi on l'adore. Bon, je te laisse. Confondre avec Usher le chanteur. Hein. Merci Julien. Oui, non, c'est pas la même chute. Merci pour cette intervention. Même si ça va pas fort non plus pour la maison Usher. Eddy, la maison Usher, qu'est-ce que c'est ? Une série et c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide. Et Mike Flanagan a fait dans les 10 dernières années beaucoup de films, beaucoup de séries, parfois plus ou moins bonnes. C'était comment s'appelait cette série pas très bien avec les adolescents C'est pas les Serments de minuit ? Les Serments de minuit Midnight Club, non, c'était pas ça, Midnight Club. Midnight Club, exactement. Non, les Serments de minuit. Ouais, oui, le Serment de minuit, minuit. ça c'était très très bien. Mais là, Midnight Club, oui, ça c'était assez raté malheureusement. Et là, il est revenu, mais au top. Alors moi, je connais pas le bouquin et les différentes sources d'inspiration qu'il a eues, mais c'est d'une efficacité et à la fois il y a de l'horreur avec des choses assez dures visuellement et en même temps il y a quelque chose qui tient vraiment de l'ambiance, de la chronique familiale. Il y a vraiment des points très sensibles et puis en même temps il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. C'est vraiment tous des monstres. Ils méritent quand même bien ce qui leur arrive. Mais du coup c'est vachement bien. Moi j'ai adoré. Alors Christina, toi, dans le top que tu as présenté donc sur les réseaux sociaux, tu défends 6 films. Alors il y en a plusieurs dont on a déjà parlé. Donc Le Garçon, le héron du maître Miyazaki. Tu parles aussi de Killer of the Flower Moon de maître Scorsese, Mad God. Et ensuite, c'est intéressant, tu poursuis avec Asteroid City de Wes Anderson. Un petit mot sur ce film, Christina ? Je pense que c'était l'année où on a enfin retrouvé Wes Anderson avec toute sa grâce et sa superbe. Je trouve que c'est un de ces films. Bon, j'ai un amour infini pour Moonrise Kingdom, mais celui-ci vient juste à côté. Il est peut-être moins accessible, mais on retrouve toute la profondeur de son cinéma. Il met en abîme ses propres questionnements, le cinéma en lui-même, la vie. C'est un jeu d'acteurs virtuose, ça m'emporte complètement et ça parle du cinéma, de l'image, le miroir, mais au fond de ça, c'est notre être et notre existence. Donc voilà, moi je trouve que c'était simplement un retour absolument magistral. Ah bah là, je pense que t'as donné envie d'aller le voir. Moi, je l'ai vu, je l'ai adoré aussi, et la séquence avec Margot Robbie notamment, enfin bref. Ah oui, la scène coupée, incroyable. Alors tu défends ensuite The Killer de Fincher, alors on va y revenir après, hein, chères auditrices et chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Et je suis heureux que tu termines ton top avec La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, le talentueux réalisateur de Leto. J'ai eu la chance de voir Kirill Serebrennikov qui était présent à l'Étrange Festival pour présenter le film de Jodorowsky dont on parlera à la fin justement. Donc je me suis dit, et il avait montré un extrait de ce film-là, je me suis dit il faut absolument que je le voie. Et alors j'ai pas été déçue parce que déjà l'actrice est absolument incroyable. Je pense qu'elle aurait mérité largement le prix à Cannes. Sans aucun problème, Aliona Mikhailova. Donc elle emporte complètement le film qui est une mise en scène absolument
complètement incroyable, avec des plans séquences de fous qui traversent le temps et l'espace. C'est un drame d'amour complètement fou et passionné. Et c'est la caméra qui nous raconte ça et qui nous emporte dans cette histoire. Et Kirill Serebrennikov est en train de préparer un opéra, d'après ce qu'il nous disait. Mais justement, je pense que sa mise en scène venant du théâtre et de la scène, rend quelque chose d'assez incroyable quand il prend une caméra dans les mains. Eh bien, on enchaîne avec notre ami Julien. Alors, je vois que ton film préféré de l'année, c'est comme Thibaut d'ailleurs, comme Mr. Thibaut, le film de Spielberg, Fabelmans, on y revient. Mad God, The Killer, le Scorsese. Et en 5e position, on n'a jamais parlé de Tar. Ah si, pardon, on a débattu de Tar. On a débattu de Tar l'année dernière. Voilà, c'est Spider-Man, Limbo. Yannick, tu as mis Yannick dans ton top. Qu'est-ce que tu as pensé de Yannick, de Quentin Dupieux? Déjà 2023 pour moi, bien sûr c'est l'année de Dupieux, mais c'est aussi surtout l'année de Raphaël Quenard qui est dans Yannick et qui est aussi dans Chien de la Casse. Donc, oui, c'est vrai. Et deux films dans ton top où 10. il joue. Bien sûr, parce que c'est la révélation du cinéma français pour le grand public, je pense, parce que certains le connaissent depuis plusieurs années. Dans des séries. Si on suit de manière assidue, en effet, les séries et les cinémas français. Mais là, il a éclaté un peu au grand public avec Yannick, qui a été un succès populaire, qui a été quand même un succès en salle. Je crois qu'il fait quand même dans les 600, 700 000 entrées, Yannick. Oui, c'est un des plus gros succès de Dupieux. C'est ça. Et Chien de la Casse, qui est nominé au César du meilleur premier film, qui a plein de nominations, qui est une vraie bouffée d'air dans le cinéma français, parce que je pense qu'on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, cette France un peu périphérique. On sort un peu du tout Paris, ou on sort un peu des grosses comédies et qui commencent à nous gaver et qui nous resservent tous les ans. Donc vraiment une vraie bouffée d'air, ce Chien de la Casse. Et d'ailleurs, j'espère qu'il va remporter quelques Césars. Je pense. Je suis impatient également de revoir Quenard dans d'autres registres. C'est vrai que là, il a trouvé son style, son personnage, sa façon de jouer. À voir dans d'autres registres maintenant. Et je suis très curieux de voir ça. Tout à fait. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. T'avais 2 films avec lui dans ton top 10. Donc c'est l'acteur pour toi de l'année. Clairement. Ensuite, Nico, à nous. Alors sans surprise, le Scorsese est présent. Mad God est présent. Alors les Fabelmans, on va y revenir. Tu l'as mis à la fois dans les tops et dans les flops. Oui. Tu nous diras tout à l'heure pourquoi. Voilà. Quel teasing. Et tu vas nous voilà, quel teasing. Et tu vas nous parler d'un film canadien. Alors je l'ai découvert très récemment, donc avant-hier en fait. Et ça s'appelle Skinamarink. Ouais. Skinamarink, je sais pas si un mélange de latin et de langue visigoth. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors de quoi s'agit-il? C'est assez particulier, c'est un film d'horreur angoisse extrêmement minimaliste et extrêmement radical. En termes de mise en scène, par exemple, vous ne verrez jamais les visages des enfants, des acteurs qui jouent, vous ne verrez que des pieds, des mains, des morceaux de corps. Pour la maison, c'est pareil, vous ne la verrez jamais dans son ensemble, vous verrez des coins de mur, des poignées de porte, des bouts de moquette. Donc si vous avez un gros kink sur l'architecture, c'est pour vous, vous allez bien kiffer. Et c'est un film que j'ai vachement aimé parce que dans mon souvenir, en tout cas de moi personnellement, c'est une proposition de cinéma que je crois que j'ai jamais vu. Je confirme, c'est vraiment, j'avais jamais vu ça. Un truc aussi radical, tu vois, dans ses placements de caméra, dans son minimalisme. C'est vraiment un truc que j'avais jamais vu un peu comme Mad God, même si Mad God, je le trouve plus accessible que Skinamarink. Skinamarink, vraiment, c'est... Ah oui, quand même. C'est particulier. Quand même, sur l'échelle de l'inaccessible, c'est... Ouais, disons que tu regarderas pas ça comme tu vas regarder Les Gardiens de la Galaxie, quoi. Vraiment, faut dire, ce soir, je vais regarder Skinamarink, quoi. Sinon, ça marche pas. Ah non, allez, c'est samedi soir. Alors la pizza, ça peut marcher, mais... Non. C'est un film qui est très... Moi, alors, Nico, ça m'a déstabilisé. Moi, je pense que si tu passes la première demi-heure, tu veux... j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui détestent ce film parce qu'ils ont pas... Oui, c'est vraiment... Et pourtant, j'en vois des films, mais celui-là, il est extrêmement radical, vraiment très expérimental. En fait, c'est le festival du hors-champ. Oui. Moi, j'adore le hors-champ, mais là... Ah oui, c'est ça. Tu vois rien, tu imagines. C'est quasiment que du hors-champ, tu imagines. Mais j'ai trouvé que c'était... en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que cette radicalité, elle est totalement raccord avec le sujet du film, puisque le sujet du film, une fois que tu comprends que ça parle des violences domestiques... D'accord, c'est gay, d'accord. Cette mise en scène qui rend tout, la maison
et les protagonistes qui les rend monstrueux et étranges, eh ben, ça marche vachement bien parce que c'est totalement en raccord avec ce qui se passe dans la tête des personnages. Et du coup, cette radicalité, c'est pas juste du maniérisme, en fait, c'est vraiment, ça sert vraiment le propos. Et au final, j'ai trouvé ça assez fort, quoi, émotionnellement assez puissant, parce qu'avec très peu de choses, il montre vraiment très peu de choses, et ben ça devient très très fort. Et le dernier plan du film, il est incroyable, quoi. Oui. Il est fou, quoi. C'est vraiment un film difficile d'accès, faut le dire. Hein. Vraiment, c'est pas facile d'accès. Regardez la bande-annonce, ça met bien dans l'ambiance. Hein. C'est ça pendant 2 heures. Tu vois, Julien, Les Funérailles des Roses, film expérimental, à côté, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Hein. Et je suppose avec un rythme de montage plus lent. Ah oui, c'est encore plus lent, oui. Oui, bien sûr. Non mais honnêtement, non mais c'est vrai, non mais Mad God, c'est Alice... Ah oui, non mais Ozu, c'est Michael Bay, là. Hein. Y a pas de problème. C'est décidé, je vais le mater ce soir devant une bonne pizza margarita. Alors, pour la petite précision, c'est un film d'horreur. Il y a des jumpscares, il y en a très peu. Ouais, il y a des jumpscares, c'est un film d'horreur. Mais ils sont toujours très bien amenés. C'est jamais gratuit, quoi. Pour le coup, ils sont très bien. Mais il y en a. Je tiens à préciser il y en a à 3, nos 4, auditeurs et auditrices qu'il est disponible sur Shadows, une très bonne plateforme indépendante française. On va finir avec le top de Nico, parce que tu nous parles aussi d'une série d'animation qui s'appelle Blue Eye Samurai, qui est sur Netflix. J'ai vu les 4 épisodes sur 8 et j'adore, donc je te laisse en parler. De quoi s'agit-il ? C'est une série d'animation Netflix. Netflix, ils en produisent plein, et il y a beaucoup à boire et à manger. Et pour le coup, celle-là, elle fait partie des très très réussies. On suit un samouraï, en l'occurrence une femme, samouraï pendant l'ère d'Edo, qui va essayer de se venger. Alors je spoil un petit peu, même si on le sait très vite, elle essaye de se venger de 4 hommes, 4 occidentaux qui vivent au Japon, tout simplement parce qu'elle est métisse, sa mère elle est japonaise et son père est occidental, et à l'époque, si vous voulez, être métisse au Japon, c'est pas bon. Hein, c'est pas bien vu, et donc elle est littéralement considérée comme un démon, hein. Et donc on va suivre la quête de vengeance de cette samouraï, et la série elle est vraiment très bien faite, elle est faite de manière très élégante, c'est très beau déjà. C'est bien rythmé, alors c'est très inspiré de Tarantino par certains moments, et parfois un peu trop. Jusque dans la musique. Ouais, il y a ce passage-là, il y a 1 ou 2 passages où ils reprennent carrément la musique de Tarantino, où ça marche pas vraiment, je trouve, dans la série. C'est pas grave, moi j'ai adoré le côté sexuel et sanglant, c'est fulgurant, quoi. Oui, alors c'est assez fulgurant, et effectivement c'est pas pour tout public, hein, c'est plutôt pour un public adulte. En tout cas, c'est vraiment bien, c'est bien rythmé, le scénario, sans révolutionner rien, est bien écrit, c'est joliment écrit, c'est très bien fait, c'est très très bien animé. Et c'est cool, tout simplement. Ça se regarde très bien. Et c'est japonais ou américain Alors c'est américain, mais l'animation a été faite par un studio français. Cocorico, on est très bon en animation, donc c'est cool. On pourrait parler de Marx Express. Oui, on pourrait parler de Marx Express, mais on va déjà passer au docteur Raymond, qui a le droit aussi d'avoir son mot à dire sur son top. Tu plébiscites Mad God et Killer of the Flower Moon. Alors oui, une petite précision sur la composition de ce top. Moi, je suis assez mauvais pour les classements. J'aime pas décerner des médailles... médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, donc j'ai choisi de proposer le 5 ou 6 en l'occurrence, il y a un double classement, 5 ou 6 films qui m'ont marqué, mais chacun d'une nationalité différente, pour essayer de décentrer un petit peu. C'est vrai que ce qu'on consomme, c'est beaucoup occidental, du cinéma anglo-saxon au sens large et français dans une moindre mesure, donc là j'ai essayé de trouver des petites perles, à mon goût en tout cas, dans tout un tas de pays différents européens. Oui, je vois ça. Justement, j'allais commencer avec le film européen donc de Nanni Moretti, donc italien, qui s'appelle Vers un avenir radieux, qui était présenté à Cannes et qu'on a vu d'ailleurs ensemble. Hein, voilà. Et donc, tu l'as mis dans ton top. Pour quelle raison ?
monsieur Raymond? Déjà parce que effectivement c'est un petit peu le retour, ou sinon un très bon exemple de la comédie italienne dans la tradition de celle qu'on a aimée dans les années 60, 70, etc. où Nanni Moretti sait conserver effectivement cette fraîcheur, cet esprit du dialogue, même quand il s'agit de traiter de sujets sérieux. Là, en l'occurrence, effectivement, ça nous parle de la politique et un petit peu du désenchantement, justement, face à certains idéaux politiques. Mais c'est toujours créé avec beaucoup de créativité, beaucoup de fraîcheur, et au final, même si le constat peut être un petit peu doux amer, c'est cet esprit effectivement de fête et de gaieté justement qui survole, et je pense que c'est quelque chose dont on a bien besoin dans la production cinématographique actuelle au sens large, qui a tendance parfois à être un petit peu pesante, dirons-nous. C'est vrai que ce film fait du bien, et il y a même un côté révolte quand même aussi, je dirais, un petit côté bouleversement, renversement social de Moretti, un petit peu son côté rebelle est encore là, encore un petit peu là. Tout à fait. Voilà. Alors ensuite, tu nous as parlé de Hokusai, le film japonais. Donc là, pour le coup, c'est un défi, parce que parler d'un artiste aussi important que le peintre Hokusai et par un art visuel, c'est quand même un très très grand défi, parce qu'il ne s'agit pas d'être au-dessous de l'artiste qu'on veut représenter, qu'on veut magnifier. Et justement, le réalisateur, Hajime Hashimoto, arrive précisément, en s'inspirant bien entendu des œuvres du peintre, à nous recréer un environnement visuel tout à fait fascinant. Donc on est à la fois sur un biopic, un film biographique, mais qui dépasse ce stade-là pour arriver à vraiment une notion de film pictural. On pourrait dire à la japonaise par simplicité, mais même parmi les films japonais, les très bons films japonais qu'on a vus cette année, il tire un petit peu, il sort un petit peu du lot avec précisément cette qualité, et je veux même dire cette poésie visuelle qui rend tout à fait hommage et qui rend tout à fait honneur à son modèle. Il parle aussi de La Dernière Reine, alors ça je ne l'ai pas vu, film algérien. Qu'est-ce donc tu conseilles? Tout à fait, alors ça c'est un film très très intéressant, parce qu'effectivement on a peu l'occasion en France de voir du cinéma algérien, et pour une découverte un petit peu, c'est une découverte très très intéressante. Donc là on est sur une fiction historique, écrite et réalisée par Adila Bendimerad en collaboration avec Damien Ounouri. Et Adila Bendimerad joue également le rôle titre du film de la reine Zafira, donc la dernière reine du royaume d'Alger. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir une vision un petit peu décentrée, là aussi, du film historique. Parce que je trouve que ces derniers temps, on en reprendra peut-être tout à l'heure à propos des Trois Mousquetaires, on commence à avoir une vision cynique du film historique. On veut toujours faire un pas de côté, être un petit peu décalé, etc. etc. Là, en l'occurrence, la grande qualité de ce film, je trouve, c'est de prendre à bras-le-corps une histoire qui est vraiment romanesque, qui est un peu shakespearienne même, avec une histoire de complot politique, avec beaucoup de souffle épique, et de le faire précisément sans aucun cynisme, avec là aussi un très très grand sens esthétique. C'est vraiment l'un des chocs esthétiques, je trouve, de cette année. Alors on avait une esthétique japonaise avec Hokusai, là aussi on a des qualités picturales orientales qui sont absolument splendides, un jeu sur les textures, sur les ombres et lumières, vraiment quelque chose de magnifique, et tout ça vraiment dans une option au service de l'histoire, vraiment sans chercher à être en décalage ou à être ironique, et vraiment c'est un grand spectacle de très très grande qualité. La Dernière Reine, c'est ça ? La Dernière Reine. Et tu finis ton top avec le film Cocorico, pour toi, hein, parce que pour Edouard c'était Le Gondry, Julien Yannick, et donc pour toi c'est Mon Crime de François Ozon, que moi aussi j'ai beaucoup apprécié, mais je t'écoute, on t'écoute, le monde entier t'écoute. Là encore une fois on est effectivement sur un très bon film, donc un film adapté d'une pièce de théâtre, qui réussit l'exploit de ne pas faire le côté théâtre filmé qui est le risque avec ce genre de produit. Et là, effectivement, on est sur un film donc inspiré d'une pièce de théâtre des années folles, et on ressent justement cette légèreté, cette fraîcheur. Donc là, François Ozon se fait plaisir en rappelant tout son carnet d'adresses des gens qu'on apprécie
aussi et qu'on voit pas forcément jouer ensemble, passer d'Isabelle Huppert à Danny Boone, à Fabrice Lucchini, à Michel Faux, etc. Donc c'est vraiment un mélange tout à fait détonnant. Et on arrive effectivement à voir quelque chose de très spirituel, très très drôle. Un film, je sais pas si c'est un film féministe, en tout cas c'est un film sur le féminisme, et qui aussi met en avant la sortie de 2 très très bonnes actrices qui sont les protagonistes principales de ce film, Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz, qui était également d'ailleurs dans La Dernière Reine, pour l'anecdote, et qui vraiment donne une couleur tout à fait joyeuse et tout à fait jubilatoire à cette pièce, à ce vaudeville. Je l'ai vu également, c'est une révélation de 2023 également, cette actrice. Effectivement, une révélation, elle est géniale cette actrice, en tout cas. Elle était aussi d'ailleurs dans L'Île Rouge de Robin Campillo, réalisateur de 120 battements par minute. Il a sorti L'Île Rouge, qui est un film qui est passé discrètement, enfin inaperçu, il faut le dire, et elle était aussi dans ce film-là. Voilà. Décidément, elle tourne encore plus que Jonathan Cohen. Elle est pas... non, dire. Sur l'échelle de Jonathan Cohen, elle est juste en dessous. Lui, il en a fait un paquet aussi. Merci, Docteur Raymond. Bon, je vais passer vite fait sur mon top. Pour moi, le film de l'année, c'est Un voyage au Vietnam, que je vous invite à faire, qui s'appelle L'Arbre aux papillons d'or. C'est un film sur la contemplation, sur l'amour de la nature, et qui est un premier film d'ailleurs. Donc franchement, je vais suivre la carte de ce réalisateur, Phan Thien Han, un mec de 30 ans, et le film est fait quasiment de plans séquences majestueux. Mon film que je mets en deuxième position, c'est encore un premier film, décidément. Moi j'aime bien découvrir des nouveaux réalisateurs, c'est Trenke Laoken, un film argentin qui est sorti en mars en 2 parties de 2h10. Et qui c'est dommage, c'est un petit film, mais pourtant ça commence comme Twin Peaks, ça poursuit comme une comédie romantique, il y a même de la science-fiction, et on part vers un film à la Antonioni, enfin c'est... Ouais, je suis dégoûté de l'avoir raté, ouais. Ça donne très envie. Bah oui, non mais c'est fait comme une mini-série, c'est assez incroyable, je peux pas trop en dire, mais... Voilà, bon bien sûr, en 3, je mets Mad God, comme nous tous, on l'a tous adoré ce film. En 4, je pars... en Roumanie, parce que Monsieur Raymond a raison, le cinéma européen, c'est une belle année pour lui aussi. Donc moi j'ai mis N'attendez pas trop de la fin du monde, qui est le film punk transgressif de cette année de Radu Djut, qui était le réalisateur qui a eu l'Ours d'Or l'année dernière avec son film Bad Luck, Banging and Looting Porn. Enfin, voilà, c'est le mauvais garçon du cinéma roumain, et rien que le dernier plan séquence de 40 minutes, pour tous ceux qui aiment les tournages et qui ont vécu des tournages, c'est extraordinaire. Il faut le voir. C'est un film complètement dingue, avec une nana qui a un avatar sur Instagram et qui est une assistante de prod, qui va voir des gens pour faire une émission de télé, et elle découvre un peu le Bucarest décrépite. Enfin voilà, j'en dis pas plus. Et tout ça pour la télé, donc c'est forcément une critique des médias. J'ai mis en 5e Fermer les yeux, encore un film européen. Victor Erice, 83 ans. Voilà, donc le mec qui a fait L'Esprit de la ruche. Très beau film. Et en 6, j'ai mis About Kim So-hee, un film sud-coréen, 2e film de Julie Yang, le film qui m'a fait le plus pleurer. Eh oui, de cette année, voilà. Bah oui. Les Fablemans en 107, voilà. Aftersun en 8, qui est un film écossais, donc un premier film encore de Charlotte Wells. Et Les Feuilles Mortes, on en a parlé, de Coris Maki. Et j'ai mis le Scorsese qui n'est pas un premier film. Ah non. Bah non, en fait, mon top est un mélange de vieux cinéastes, toujours la pêche, ouais. de grandes stars du cinéma et de jeunes premiers. Nous passons maintenant au flop, parce que là, c'était sérieux pour l'instant. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit, j'ai faim. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Quand on regarde des films dans 24 images secondes, on ne s'en parle pas, on le découvre au moment des débats. On ne se donne pas nos avis, c'est une surprise. Sauf que cette fois... On s'est jamais rencontrés d'ailleurs. D'ailleurs voilà, je ne vous connais pas. Sauf que cette fois, les tops et les flops, vous les avez vus sur les réseaux sociaux depuis un mois. Donc vous savez ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc on va faire ce qu'on appelle des battles. C'est très rare, on en fera de temps en temps. La première battle concerne The Killer, le film de David Fincher. Nous avons une équipe avec Eddie et François qui l'ont mis dans leur flop de l'année. Voilà. Il est déjà motivé. Nous avons Julien et Christina qui l'ont mis dans leur top de l'année. Voilà. Donc Nico et moi, on reste en dehors de cette bagarre pour l'instant. On est suisse, totalement suisse. Exactement. Alors, premier duel. Allez, Eddie, Christina. On va commencer par le positif. Alors, Christina, tu défends The Killer.
Pourquoi ? The Killer, moi j'ai adoré. Et ça tombe bien parce que j'attendais plus qu'impatiemment le retour de David Fincher. Je peux comprendre que le film ait eu quelques retenues parce que le sujet peut paraître simple, parce qu'il est simplement unique. Le film suit la vie d'un tueur qui rate une mission et on rentre dans son esprit. Fincher le déconstruit et le décortique minutieusement. On s'enfonce dans le film et dans la subjectivité du personnage incarné par Michael Fassbender, qui est incroyable. Il est impassible, froid, et je pense qu'on peut aussi être décontenancé par ce jeu-là, mais moi je trouve que dans son œil, il arrive avec cette froideur à avoir dans son œil ou dans son petit sourire une petite étincelle, un petit truc mystérieux. Et aussi le personnage, il est complètement anonyme, je tiens à le nommer, du coup pas à le nommer, à le dire, comme dans Fight Club et dans d'autres films de David Fincher. Donc je trouve cette idée excellente, et moi je m'incline aussi sur la maîtrise du réalisateur avec des scènes, j'ai eu ma scène waouh comme dans tous les David Fincher, celle du combat à main nue, je la trouve absolument saisissante. Voilà, donc c'est réjouissant de nous plonger dans les petites mécaniques, surtout celles où il se glisse un petit grain de poussière, et c'est Fincher lui-même finalement qui nous parle de lui-même, de sa vision de la création, de son envie de perfection. Et je trouve ça fascinant de le faire à travers un tueur en série, un tueur à gages. La BO aussi est absolument somptueuse, on retrouve les habitués Reznor-Ross pour habiller l'ensemble. Donc voilà, moi je trouve que dans la filmographie de Fincher, ce film est le prolongement de Fight Club et Social Network pour son regard sur la société, un regard noir et grinçant, mais quand même un peu amusé. Et c'est une métaphore de notre illusion de contrôle et de ce qu'on pense être aussi dans nos sociétés. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était parfaitement réjouissant. Eddie, donc du niveau de Fight Club, t'es d'accord ou pas ? Surprise. On va essayer de faire point par point parce que fondamentalement c'est pas un mauvais film, c'est-à-dire que moi je l'ai mis dans mes déceptions parce que par rapport à beaucoup d'autres choses, il y a des choses beaucoup mieux, notamment la mise en scène de Fincher est très bien, il s'est même autorisé à faire des faux mouvements de Shaky Cam. Il ne le fera plus jamais, je pense. Ça a dû lui donner des sueurs froides, et je pense qu'il a passé des mois à ne pas dormir parce que voilà quand même je pense que ça l'a traumatisé, même si j'ai revu Seven il y a pas très longtemps et il se permettait d'avoir des longues focales qui tremblent. Je pense que il a évolué entre-temps, sa psychose s'est rigidifiée. Et en soi, oui, à ce niveau-là, ça parle un petit peu des obsessions de Fincher dans The Killer. Néanmoins, pour ce qui est du scénario, en termes de discours, bon, oui, la critique sociale, elle était beaucoup mieux écrite dans Fight Club. C'est censé parler d'une brèche, il y a un accident au début auquel on ne peut pas croire, c'est-à-dire que alors visuellement c'est très beau, mais le mec il reste pendant 25 minutes alors qu'il a 80 opportunités et la seule chose qu'il dit c'est faut faire gaffe, machin. Et alors que le passage de Paris c'est ce qui est le mieux dans le film. Mais pourquoi tu tires pas quand il y a personne devant ? Pourquoi tu attends qu'il y ait cette femme qui se mette entre toi et ta cible pour tirer ? Sinon il n'y a pas de film. C'est quand même un petit problème pour un mec qui est censé être un tueur professionnel. L'erreur est humaine, chacun, même pour les pros. Professionnel à son niveau. Non, mais chacun est professionnel à son niveau. Et bon, visiblement, lui, il avait besoin de faire un peu. Il attendait la perfection. Il attendait le moment encore plus parfait. Il a été au bout du bout. Et c'est le problème, c'est que quand tu arrives au bout de la falaise, mais là, c'est pas une erreur. C'est-à-dire que c'est la mise en scène de ce passage-là excès de perfectionnisme. Ce qui est intéressant, c'est que le tiré et filmé, ça se dit shoot en anglais. Donc effectivement, est-ce que c'est pas le réalisateur qui attend le moment parfait et qui se rend compte que en réalité, le moment parfait n'existe pas et qu'il est passé à côté de son film. Drop the mic. Terrible. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Non, mais je pense que c'est vraiment la métaphore de Fincher qui échoue. C'est peut-être ce qu'il veut vous faire croire. Alors qu'il se rend pas compte qu'il échoue. Je pense qu'il y a un truc tu es en train de nous dire que t'as pas vibré. À tirer de là-dessus. T'as pas vibré, voilà. Non, parce que une fois qu'on a passé ce stade-là, à aucun moment, c'est-à-dire que il ne cesse en fait avec son mantra à dire que il faut être parfait, il faut ceci, il faut cela, qu'il faut correspondre au plan. Le film ne cesse de nous faire croire que il échappe au plan. Mais sauf que pendant tout le film, il ne fait que suivre le plan. C'est-à-dire que quand il arrive face au commanditaire du meurtre à la fin, il ne le tue pas parce que ce n'est pas le plan que de l'éliminer. Donc, en fait, le mec ne fait que suivre le plan. Et donc, en fait, on suit un mec qui est censé perdre pied
mais qui à aucun moment ne perd pied, à aucun moment il perd la maîtrise, à aucun moment il est réellement en danger. Oui, quand il y a la bagarre qui est très bien filmée, certes, face au gars, ben, le truc qui est le plus dangereux, c'est le chien. Enfin, c'est malheureusement un échec narratif. Ben non, mais le truc c'est que narrativement c'est raté. Julien, essaye de t'en sortir. Ah bah oui, bah parce que c'est quand même une histoire. L'aspect scénaristique compte énormément, mais moi je pense que ça, comme on a parlé Christina, c'est un film presque autobiographique sur comment est Fincher et comment Fincher voit le monde. Mais ça, il le faisait déjà dans tous ses autres films. Tu prends The Game, c'est Fincher qui parle de Fincher. The Social Network, c'est pareil. Sauf que c'était bien écrit, c'était bien joué et tout ça. Mais Fincher ne peut pas être parfait à tous les coups. Donc c'est vrai que François a vu juste pour la métaphore du début du film. C'est dès le début du film, le mec, en fait, il se rate. Ça y est, c'est vrai que là, je suis attaqué. Nous sommes attaqués de toutes parts. C'est pas sur le scénario finalement que moi j'ai vibré. C'est-à-dire que c'est pas ça qui m'a c'est pas ça qui m'a vraiment perturbé. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage en soi, dans le sens où déjà le côté voix off permet de nous identifier à lui très facilement. De toute façon, il est dans chaque plan et on l'entend presque à chaque plan d'ailleurs. Donc moi je me suis senti totalement immergé avec ce personnage qui est un peu une métaphore de Fincher lui-même évidemment. Et d'ailleurs tous les personnages qu'il doit rencontrer, est-ce que ce serait pas finalement des producteurs qu'il a rencontrés dans sa carrière? Moi je pense que oui, notamment à la fin. Et il le tue pas parce que c'est un producteur de cinéma, c'est le financier et il a besoin de lui pour continuer à vivre et continuer à tourner. Moi je l'interprète comme ça. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, on en a pas parlé, c'est sur la soundtrack, on n'entend que les Smiths et une chanson de Portichead, mais la plus connue, mais on entend surtout The Smiths. Et en fait Fincher expliquait en interview que c'était très important et qu'en fait il a eu cette idée là, c'est-à-dire pour garder encore un aspect, un côté humain à son personnage et lui donner du background, c'est-à-dire peut-être que dans une autre vie, avant d'être un tueur, plus jeune, il était amoureux d'une fille et ils écoutaient les Smiths ensemble dans les années 80. Il a dit ça en interview. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé ça, c'est-à-dire que finalement ce personnage, c'est le monde qui l'a rendu scénique. Il n'était pas comme ça, donc il y a toujours un petit espoir. D'ailleurs, petit espoir qu'on a à la fin. Et en fait, Fincher dit peut-être que c'est la faute des autres, c'est l'enfer, c'est un peu les autres qui l'ont rendu comme ça. Et que fondamentalement, c'est un peu la touche d'espoir dans le film. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce background. J'aimerais presque avoir un préquel sur ce personnage. Alors s'il peut nous le faire, je sais que pas beaucoup signeraient pour ça, mais moi si je peux avoir un peu ce qui s'est passé avant The Killer pour ce personnage, je signe tout de suite. Parce que quand même, pour rebondir sur la fin, juste pour te faire une pique, tu vas voir. Donc ça veut dire que tu assumes que le film est tellement mal écrit que si t'as moyen de voir le film intéressant de ce qui se passe avant, tu voudrais le voir, d'accord, ok, bon, bah, ça répond bien au fait qu'il y a un problème. Bon, voilà, mais c'était juste pour faire un truc gratuit. Est-ce que le Dr Raymond veut porter les stockades ou est-ce qu'il veut voir un préquel? Je m'en souviendrai. Bah, peut-être qu'un préquel, effectivement, pourrait donner quelque chose de plus intéressant. Pour recontextualiser un peu, et aussi pour faire un petit moment cocorico, c'est une adaptation d'une bande dessinée, d'une série de bandes dessinées françaises, de Luc Jacamon, toute la totalité de la série Le Tueur fait 13 tomes. Donc effectivement, là on a un personnage qui est censé concentrer toute une épopée, etc. Donc effectivement, avec les difficultés du passage de la BD à l'écran qui donne des résultats assez discutables très souvent. Maintenant, moi, ce qui me désole quelque part, genre j'attendais beaucoup parce que effectivement, Fincher, c'est Fincher, donc c'est pour ça que c'est dans mon flop. C'est avant tout parce que c'est une déception, contrairement à des films dont j'attendais absolument rien. Mais je me demande si Fincher n'est pas passé à côté de la possibilité de faire une très bonne comédie, parce que pendant tout le premier acte, on a vraiment ce type qui nous ressort ces formules philosophiques. Voilà, le type très sûr de lui. Oui, j'ai tout compris au monde, j'ai tout cadré, mon univers est harmonisé, etc. Et il y a un truc, un grain de sable dans l'engrenage. Et moi, j'aurais voulu que ça aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire que il aille de catastrophe en catastrophe et que chaque manquement l'entraîne dans des situations
les plus difficiles possibles. Et là, c'est intéressant. Pierre Richard. Mais là, j'aurais vu un personnage intéressant parce qu'il a affaire à du conflit. Si vous voulez voir ça, vous allez voir un Jason Bourne ou La mémoire dans la peau, parce que c'est pas le sujet. Alors, Jason Bourne n'est pas tellement une comédie, mais je suis d'accord avec François sur le fait que effectivement, en fait, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui impacte ce personnage parce que il est monolithique et en fait, le mec, il pourrait se passer n'importe quoi dans lui et là. Ouais, stick to the plan. Oui, bah écoute, il faut qu'il lui arrive un truc. Non, quand même agresser sa copine, agresser sa. Mais je trouve qu'il y a ce second degré qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais je trouve que il y a dans l'œil, il y a la petite étincelle, il y a quelque chose, il y a un deuxième degré. Moi, peut-être que c'est moi-même toute seule qui, avec moi-même, j'ai rigolé, mais je trouve qu'il y avait ce second degré quand même, qui est perceptible. Un humour très caustique. Oui, il y a de l'humour. Mais c'est comme parfois, on rigole et tout le monde ne rigole pas et on ne sait pas pourquoi. Mais moi, je l'ai ressenti. Bon, et monsieur Raymond, sur le jeu de Michael Fassbender, vous avez quelque chose à dire? Ah bon? Non, bah non. Oui, enfin, Michael Fassbender, on sait, c'est un excellent comédien, mais voilà, le fait est que on lui demande de rester sur la même ligne, sur la même tonalité, tout au long du film. Et donc, voilà, il ne cesse de nous répéter que voilà, il a les choses en main, que il a tout prévu, il a assumé les trucs, donc toujours à nous asséner ses maximes, etc. Et c'est pas un rôle qui va le mettre forcément très très en valeur. Contrairement, par exemple, à Tilda Swinton, qui, à mon sens, est l'actrice qui ressort le plus, enfin sa scène est très clairement celle qui m'a le plus marqué de ce film. Dommage, la scène dure que 10 minutes sur 1h40, mais bon. Oui, c'est ça. J'aurais peut-être préféré voir un film sur ce personnage, justement. On va en faire une saga. Mais, merci à tous. C'est bien, donc j'espère que Fincher va écouter le podcast, ça lui donnera des idées. Nico, je sais pas ce que t'en as pensé, parce que Nico et moi, on était un peu en dehors de ce duel. Alors moi je suis entre les deux. Moi, j'ai trouvé sympa, j'ai passé un bon moment. Alors de là à dire que c'est du niveau de Fight Club, non, quand même pas. Parce que Fight Club, c'est un de mes films préférés depuis 20 ans, donc je peux pas... J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il venait dans le top 3, mais Fight Club, évidemment, est au-dessus. Ah oui, non, moi, il est peut-être pas dans le top. Ne vous battez pas. Non, mais moi je l'ai trouvé sympa aussi, hein, ce film. Je l'ai trouvé sympathique. En le voyant, je me suis dit, c'est l'anti-John Wick. C'est-à-dire que John Wick, le mec, il tue tout le monde, il est super fort, mais il galère. Alors que là, le mec, il fait comme s'il galérait pas, mais il est pas très bon. Je pense que c'est un des propos du film, c'est que le mec, il se parle à lui-même en disant je maîtrise tout, mais en fait, il veut pas se rendre compte qu'en fait, il fait pas très bien son travail, en fait, tout simplement. C'est pas le meilleur tueur de la Terre. Mais en même temps, il n'y a pas le constat que il est pas très bon. Enfin, en fait, il est filmé comme s'il était bon. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de dualité bizarre. Alors que effectivement, John Wick, le mec bute tout le monde. Et enfin, tu prends le 4, par exemple, le mec, les seuls mots qu'il dit dans le film, c'est yeah. Mais en même temps, le mec, quand il dit que ça, il raconte plus de choses que Michael Fassbender pendant tout le film. C'est très étrange. Ah oui, Michael Fassbender, il se répète son mantra, mais tu sens que c'est pour se convaincre lui-même que tout va bien. Après, moi, j'ai apprécié l'exercice de style. Pour moi, c'est vraiment un exercice de style qui est plutôt réussi. Le film est sympathique. La voix de la sagesse. Voilà. Mais ça, après, je suis d'accord que c'est un film plutôt cool, hein, dans l'absolu. Voilà, on va rester sur ça, plutôt cool dans l'absolu. Alors je vois qu'il y a Rebel Moon qui revient dans pas mal de flops, mais tout le monde est d'accord, donc il n'y aura pas de duel, mais les uns et les autres. Alors pourquoi Rebel Moon est dans les flops de la plupart des gens? On pourrait parler des fonds verts aussi, plus sérieusement, qui sont plutôt réussis là pour le coup, mais par contre, le casting, le scénario, la mise en scène, quel fiasco, c'est... Attends, mais t'es fou, la mise en scène, elle est réussie. J'ai pas un plan, il y a même pas un plan qui m'a marqué où je me suis dit, il y a une idée de cinéma. Même pas. Je trouve qu'il s'est ringardisé, le Zach. Là, il s'est ringardisé à un point. Ah ouais, non, moi c'est terminé là. Je pense que c'est on est là. Ah ouais, là t'es. Qu'est-ce qu'on entend? Plus sévère que moi. Encore plus sévère depuis qu'il a rejoint Netflix. Des mots très durs. Depuis qu'il a rejoint Netflix, excusez-moi, mais là, il est quinquagénaire, mais il s'est ringardisé, qui veut faire des films d'action de super-héros nouveaux, mais en fait c'est vraiment ultra ringard, hein. C'est ralenti des années 90 là, sur fond vert.
Je l'ai mis en tête, hein, mes flops, hein, je crois. Oui, je l'ai mis en tête et je pense qu'il va le rester. Moi j'ai eu aucune émotion devant Rebel Moon, j'étais comme un glaçon. Bah, Snyder, c'est pas vraiment le cinéaste de l'émotion, de toute façon. Non, mais même je parle d'un rire ou d'avoir une empathie pour un personnage, rien. Oui. Non, j'étais froid, il n'y a aucun qui était mieux qu'un autre, qui méritait d'avoir mon empathie à moi ou rien. Pas une blague. Rien à foutre. Un des problèmes principaux du film, c'est que les méchants sont même pas dans une ultra caricature, ils sont dans le over la caricature, et ça dessert beaucoup le film, parce que là où justement ils pourraient commencer à nous les présenter au début sans directement avoir des ahuries pas possibles. Non, là directement dès la première fraction de seconde, ça va trop loin malheureusement, et ça le dessert. Mais après, moi je trouve que c'est aussi assez symptomatique justement du problème Netflix depuis beaucoup d'années, c'est-à-dire que en fait ils signent des réalisateurs connus parce que ça fait une image, mais que dans le fond les projets n'ont pas l'air trop de les intéresser plus que ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait ça donne l'impression que on signe des mecs mais on cherche pas à faire leur meilleur film. Et moi j'ai l'impression que parmi les cinéastes qui étaient déjà cinéastes avant Netflix, il n'y en a aucun où son meilleur film, c'est le film sur Netflix. En général, c'est plutôt des mauvais films. J'ai une exception avec les frères Safdie et Uncut Gems que j'ai trouvé grandiose. Mais voilà, c'est la seule expression qui me vient en tête. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Parce que je me souviens ils avaient fait le très bon film avec... Good Time était très bien. Voilà. Pour revenir rapidement sur Zack Snyder, il est bon quand il s'occupe d'un autre matériau. Il est bon quand il s'occupe du travail de Frank Miller sur 300. Il est bon quand il s'occupe du travail d'Alan Moore sur Watchmen. Mais dès qu'il doit écrire quelque chose ou dès qu'il doit raconter quelque chose de nouveau, c'est une catastrophe. Enfin, honnêtement... Donc t'as pas aimé Sucker Punch? Enfin, en même temps, tu me diras, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Sucker Punch. Non, je suis pas un grand fan de Sucker Punch non plus. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et il faut que je le revoie. Je vais dire un truc complètement gratuit parce que je l'ai pas vu, mais moi je déteste Snyder depuis toujours, donc je me suis arrêtée bien avant et je crois que j'ai bien fait. Voilà, c'était gratuit. Rebel Moon partie 2 au mois d'avril. N'oublie pas. Bon, on va enchaîner avec le docteur Raymond, parce que je vois dans votre flop de l'année, il y a Napoléon et Beau et Geoffrey, donc vous avez quelque chose contre Joaquin Phoenix apparemment? Non, mais malheureusement, alors Beau et Geoffrey, on avait déjà traité le cas de ce film lors d'une précédente chronique, donc juste pour redire effectivement que là pour le coup c'est même pas tant Joaquin Phoenix qui est en cause, même s'il est en roue libre un petit peu dans ce film là, c'est que voilà, c'est un film qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas de quoi il parle, et c'est le propre de mon flop, c'est-à-dire que comme je vous disais c'est plutôt des déceptions. Donc là effectivement on a quelques belles scènes, voilà la scène qui se déroule dans les sous-bois est très très belle plastiquement, perdu au milieu de 3 heures d'ennui et de divagation assez laborieuse, à mon goût. La scène du pénis géant, n'est-ce pas? Et Napoléon? Napoléon, alors là on est sur un film qui là aussi n'est pas sans qualité, parce que Ridley Scott a gardé son talent pour mettre des scènes épiques sur scène. Mais la difficulté c'est même pas la vraisemblance historique, même si quand tu commences le film en t'affichant 1789 et que tout ce qui enchaîne c'est la mise à mort de Marie-Antoinette en 1793, tu te dis que historiquement on est quand même assez mal barré. Ça commence très mal, on va reprendre le programme d'histoire au collège. Mais c'est même pas le problème, en fait c'est un problème de fond, c'est la difficulté de faire un bon film quand on méprise son sujet. Et ça se voit, il ne perd pas une occasion, donc il nous le présente à la fois, je pense qu'il est partagé entre son côté, je travaille pour des Américains, donc pour qui la figure de Napoléon, c'est quand même une grande figure, de self-made man, quelqu'un de totalement admirable, et sa naissance, sa nature profonde d'anglais qui le pousse à mépriser cordialement l'ennemi français, le Little Bonnie, que tous les petits anglais ont appris à détester. Et effectivement, je pense que ça se ressent, c'est-à-dire qu'il est tiraillé à la fois avec la volonté de faire un film épique
qu'il soit vrai ou faux historiquement, à la rigueur, c'est même pas le vrai problème. Il y a de superbes images et des choses qui sont très bien mises en scène. Mais comment faire un film dont on méprise cordialement le héros? Et du coup, cette impression désagréable ressort et envahit un peu tout le film. Et voilà, la tarte à la crème finale, c'est quand même le carton final avec la liste des prétendus crimes de guerre de Napoléon, voilà, pour histoire de finir complètement dans le démago. La meilleure qualité du film, c'est Vanessa Kirby, en Joséphine, qui finalement irradie chaque scène. Le point positif du film, c'est la relation Joséphine-Napoléon. Qui est tout à fait fausse historiquement, mais bon. C'est marrant parce que moi, c'est tout ce que j'ai détesté dans le film. Moi, Est-ce que vraiment, Eddie a détesté? Moi, ça m'intéressait ce point de vue, mais je sais que beaucoup voulaient parler évidemment du parcours de Napoléon et de ce qu'il a apporté à la France et à l'Europe, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait juger sur la version qui sortira sur Apple, qui durera 4 heures? Moi, je suis on verra. Non, moi, je vais pas m'infliger ça. Bon, en tout cas, merci Dr Raymond, merci Julien. Napoléon, donc auditrice, auditeur, vous ferez votre choix d'aller le voir ou pas en version longue. Alors je vois qu'il y a Christina, tiens, pour rester en France, qui a mis les 3 mousquetaires dans ses flops de l'année. Oui, bon, très rapidement, je suis pas passé un mauvais moment, mais quand je vois les 3 mousquetaires, moi j'ai envie de cap et d'épée, de duel, et bah il y en avait pas. Et quand je vois le casting, j'ai envie de rêver. Et en fait, j'y croyais pas, ouais, je les voyais pas avec déjà ils avaient pas leur belle tenue de mousquetaire, et il y a plein de beaux gosses dedans, mais on voit pas. J'y croyais pas, voilà, pour moi c'était ils sont en 2023 et ils jouent un film d'époque, voilà. Mais je me suis pas complètement ennuyée, c'est sympathique, c'est quand même il y a des qualités et je pense que c'est important dans le cinéma français, mais voilà. Un petit raté pour moi à titre personnel parce que mes attentes n'étaient pas dans ce qu'ils en ont fait dans cette version-là. Et ça va beaucoup trop vite. C'est un peu le problème, ce que je soulignais un petit peu en parlant de la dernière reine tout à l'heure, c'est que effectivement il se croit obligé, à mon sens, de faire du décalé. Alors effectivement, les 3 mousquetaires, c'est une histoire qu'on a vue et revue au cinéma, et donc avec des très bons films et des très mauvais. Mais là, c'est cette volonté absolue de chercher du nouveau, à la rigueur même pas raconter l'histoire comme elle est écrite, mais chercher des moyens détournés. Donc voilà, parfois, la plupart du temps, c'est du gadget, et autant sur le plan visuel, du genre, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on fait les 3 mousquetaires, mais qu'on les habille un petit peu à la mode western, sur les caractères des personnages, des espèces de trouvailles. En fait, ce film, ça sent la trouvaille. Et c'est désolant parce qu'effectivement il y a des très bons comédiens. Moi je trouve que Louis Garrel en Louis XIII est absolument qu'on voit pas assez. On voit pas assez. Oui. Les moines sont absolument splendides. C'est eux les meilleurs. Le meilleur moment du film. Il y a un problème d'écriture des personnages. Et puis effectivement c'est dommage. Il y en a, ils mériteraient mieux que ce qui en a été fait. Et c'est dommage d'avoir une seule idée de mise en scène pour toutes les scènes d'action. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde, de la merde. On passe du coup je vois dans la liste Julien, tu peux rapidement nous en parler parce qu'on l'a pas tous vu, mais tu as mis Renfield avec Nicolas Cage, t'as pas, non? Ah oui, bah écoutez, si vous voulez occuper votre samedi soir, je dis oui. Un bon film du samedi soir avec une pizza de chez Domino's, pas une très bonne pizza, vous regardez Renfield, voilà. Vous perdez 1h40 de votre temps. Pardon à Domino's, excusez-moi. Vous perdez 1h40 de votre temps à essayer de décortiquer le surjeu de Nicolas Cage et le pauvre Nicolas Hoult qui doit se demander ce qu'il fait là, à part cachetonner. Mais Renfield, c'est une véritable purge. J'espère voir un jour un film un peu plus digne sur ce personnage, parce qu'il y aurait des choses à dire sur ce personnage un peu secondaire de l'œuvre de Dracula. La première chose que je dirais, c'est que quoi qu'il arrive, Nicolas Cage, il est toujours parfait. Voilà, déjà, c'est le premier truc. Et blague à part, moi je dirais qu'un des défauts réels de Nicolas Cage... On a notre groupie. Ah bah oui, mais totalement. C'est que le film est assez mal produit. Là, je parlerai même plus du scénar, parce que je l'ai vu il y a quand même pas mal de mois, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais assez souvent, ça manque on sent que ça manque de pognon, quoi. Les décors font assez souvent pauvrés. Enfin, il y a un truc un peu triste, quoi. Mais après, moi j'ai souvenir que ils essaient de faire de la comédie, machin.
Je me souviens pas de tout, mais bon, je vais pas passer un mauvais moment devant, quoi. C'est pas le Nicolas Cage des grandes heures, ça c'est sûr. Nico, on y arrive, hein, la daube après tout, le monde après nous, pardon. Le monde après nous, ouais. Voilà, de Sam Esmail. Alors, bon, on est d'accord tous les deux, je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu dans l'équipe. Julien, ouais, non. Vu et rapidement oublié, oui. Et on est d'accord que c'est aussi une prod Netflix. C'est Netflix, ouais, c'est Netflix. Oui. Bah oui, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, pour moi, le film, c'est un peu une arnaque. C'est-à-dire que c'est un film qui se croit très subversif et très intelligent et qui l'est pas du tout. Beaucoup d'esbrouf. Et qui est juste ultra maniéré pour faire croire qu'il y a des intentions de mise en scène, mais il n'y en a pas non plus. Voilà, c'est un film qui enchaîne les bizarreries. Et le réal et le scénariste l'ont dit eux-mêmes, ils savent pas trop pourquoi ça arrive. Pour eux, c'est l'intérêt du scénario, c'est qu'on sait pas. Sauf que on sait pas. Il y a juste, il y a pas de sens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des cerfs qui commencent à avoir un comportement bizarre. On ne sait pas pourquoi, et le réal non plus, il sait pas. Dans la piscine. Il y a les flamants roses, ils sont là, on sait pas pourquoi, le réal non plus. Il y a des drones qui envoient des flyers partout, on sait pas pourquoi, ils savent pas non plus. Et à la fin, la conclusion c'est faites attention, les réseaux sociaux c'est pas terrible. Bon, 2h30 quand même pour ça. Alors, c'est vrai que dit comme ça, le lien entre les réseaux sociaux et les cerfs et les flamants roses, il est pas évident. Non. Mais après, il y a certains films parfois où ne pas savoir certains éléments, non pas sur tout le truc, mais ne pas savoir certains éléments, c'est pas forcément grave. Ah oui. Après, si vraiment à chaque fois qu'il se passe un truc, on comprend pas pourquoi ça se passe, c'est un problème. Sauf que là, c'est le scénariste qui sait même pas pourquoi il a dit ça. Il l'a dit clairement en interview. Hein. Il a dit le fait qu'on sache pas, moi non plus je sais pas, c'est l'intention. Non mais moi je trouve que quasiment tout est raté et pourtant j'adore Ethan Hawke. Oui, moi aussi. Mais il y a une séquence d'ailleurs avec Kevin Bacon. À un moment il y a une séquence. Désolé, je spoil. Hein, si ceux qui veulent sur Netflix, tu peux y aller. Non mais la scène avec Kevin Bacon où il est en mode genre dégagez de chez moi, mais où t'as un suspense incroyable, une tension de dingue. Et à la fin, il dit bon allez, il est assis sur le porche, il boit des bières quoi. Mais oui. Alors pendant un quart d'heure avant, tu nous fais une séquence. C'était peut-être la meilleure scène juste avant. C'était justement comme tu dis, l'affrontement était intéressant et ça fait pchit. Bah oui, ça fait pchit complètement. Non, oui, ça fait pchit. C'est ça, la conclusion fait pchit. Ah oui, ça fait plus que pchit là. C'est dommage avec un tel casting de passer à côté. Il avait de l'or entre les mains. Oui, le casting était très bien. On arrive à notre deuxième duel. Alors, les Fabelmans, ça finit dans tous les tops, sauf Christina. Et sauf moi. Voilà. Le docteur Raymond aussi d'ailleurs, oui, tout à fait. Mais bon, tu l'as pas détesté. Non, toi. c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, mais je peux difficilement le classer comme l'un des plus grands films de l'année, ni même l'un des plus grands Spielberg, malheureusement. Voilà, entre les deux. Alors le premier duel va opposer Julien, parce que je te connais, tu es en plus déjà un fan du film, en plus un fan de Spielberg. Certifié. Et bien à Christina. Alors du coup, ils étaient amis dans le duel précédent. Ils avaient les mêmes goûts sur William Friedkin, mais là, pendant 5 minutes, ils vont devoir se détester. Alors le deuxième duel opposera Nico avec moi-même. À Nico. Il va se dédoubler. Parce que tu as mis le film dans les deux catégories. Exactement. On va commencer déjà avec Christina versus Julien. Oui, je peux. Christina, pourquoi je peux commencer. Je suis très curieuse de savoir les arguments. Mais alors, moi, en plus, c'est drôle parce que je pense que je l'ai raté au cinéma. Je voulais le voir et quand je l'ai vu, j'ai lu une interview de David Lynch où il parlait de ça. Je ne savais pas qu'il faisait un caméo dans le film. Je dis il faut que je vois. C'est vrai que ça m'a poussé à voir le film, mais je le voyais pas pour ça. Je savais que c'était juste un caméo. On est d'accord. Bref. Donc moi, je ne suis pas une fan de Spielberg. Hein. Je me demande aussi de quel niveau ça peut entrer en ligne de compte. Et je trouve que ça fait très 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 longtemps que j'ai du mal vraiment à me plonger dans ces films. Pourquoi ? Alors là, on comprend que c'est sa propre histoire qu'il nous raconte. Donc déjà, si c'était pas l'histoire de Spielberg, moi je me demande, est-ce que ce film aurait la même réception, le même intérêt ? Première question, on peut avoir chacun son avis. Ensuite, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le côté trop personnel. Je pense qu'il a trop mis de choses et qu'il a perdu la distance de ce qui peut en faire vraiment la perception de quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'il a vécu. Pourquoi ? Déjà au niveau de l'écriture, moi j'ai du mal à savoir où est-ce qu'il positionne son film, sur le drame, finalement l'autobiographie, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et je trouve que c'est plat du début à la fin, qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de moment d'émotion, il n'y a rien qui vient mettre vraiment Enfin, moi j'ai eu électrocardiogramme plat pendant tout le film. Les acteurs, je n'ai pas réussi à m'identifier et à m'accrocher à eux. Je trouve, alors c'est leur manière dont ils sont dirigés, hein, c'est pas les acteurs qui sont par ailleurs très bons, mais je pense qu'on leur a demandé de surjouer. Et je trouve qu'ils surjouent, et moi je vois ce surjeu, je trouve qu'il n'y a pas d'éléments entre eux. Enfin après, bon, c'est un couple qui divorce, donc peut-être que... Mais voilà, je suis très dure, hein. Le film est pas mauvais, hein. Je ne suis pas dans le anti, je l'ai pas mis dans mon flop, ce film-là. Mais voilà, moi, tonton Spielberg, pour moi, il vieillit, mais il y en a, ils vieillissent mieux que lui. Voilà. Désolée. Drop the mic, numéro 2. Je fais référence aux octogénaires de mon top, qui voilà, oui, Scorsese et d'autres. Scorsese, voilà. etc. Bon, Julien, à toi. Bon, alors, je crois que Spielberg n'est pas encore octogénaire, il est septuagénaire. Exactement. Si je ne m'abuse. Bon, j'ai envie de dire, c'est qui le patron ? Eh ben, c'est tonton Steven, encore. Il a mis tout le monde d'accord. Alors que comme James Gray, visiblement non, mais j'ai bon espoir que le film vieillisse bien dans le futur, encore mieux dans le futur, et dans 10 ans, on en reparlera ici même, espérons. Chiche. Allez, deal. Et alors, comme James Gray ou Miyazaki, il fait un peu comme beaucoup de cinéastes récemment, là, peut-être parce qu'ils sentent que la fin de carrière au moins approche, et ils se disent qu'ils ont besoin de faire un film centré sur eux, centré sur leur vie. Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza a fait ça aussi. Exactement. Exactement. Peut-être que c'est une mode à Hollywood, mais en tout cas, c'est une mode qui est plutôt réussie. Et quand Spielberg s'y met, c'est une déclaration d'amour au cinéma. Je veux dire, si on aime le cinéma, mesdames et messieurs, on aime ce film. C'est-à-dire que... non. Justement... Attends, si je peux terminer. Non. C'est quand même... La scène d'entrée, la scène du début, oui. Bah oui. Oui, la scène où il est non, mais il est enfant. Au cinéma. L'adolescence, c'est plus compliqué. Voilà, mais là, tu vois toute la naïveté et toute l'innocence du cinéma Spielberg au début du film, et en fait, ça fait du bien dans tous ces films cyniques qu'on voit, on en voit tous, ce cynisme d'époque, ça fait du bien également de voir ça. Ce qui fait du bien également, c'est de voir comment, il y a deux thèmes, hein, le cinéma et la famille, comment il a vécu le divorce de ses parents qui a été un trauma pour lui et comment ça a influencé toute sa vie. Et là, justement, le casting est très réussi. Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen, donc cette espèce de triangle amoureux, tous les trois. Je trouve que ça fonctionne tellement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit beaucoup que le cinéma, je crois que c'est Godard qui disait que le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. En 24 fois par seconde, il découvre le mensonge de sa mère, parce que sa mère lui ment depuis qu'ils sont nés. Elle se tape le meilleur ami de son mari. Et je trouve ça, cette scène, elle est formidable. C'est la scène de l'année. Là, je suis d'accord. Là, je te rejoins. C'est la meilleure scène du film. Je peux que te rejoindre. En plus, sur les notes de piano de sa mère. Ah oui. Non, mais la scène où elle lui montre la vidéo, elle sort de la chambre en rampant parce qu'elle se culpabilise. Et waouh, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Cette scène-là est magistrale. Ouais, c'est peut-être la scène de l'année, peut-être, ouais. D'ailleurs, c'est le pivot, puisque ça, je pense que ça passe vraiment avant. C'est en la pleine moitié du film. Plus rien sera pareil après. Et plus sera pareil après il déménage en Californie et c'est quasiment autobiographique, donc on voit Spielberg passer de totalement à l'adolescence et presque même à l'âge adulte suite à cette scène. Donc une partie de lui, une partie de l'innocence, une partie de l'adolescence se termine et il rentre dans le monde adulte qui est violent et finalement sa seule échappatoire c'est de magnifier la vie, c'est de magnifier le réel, et il est obligé même de le faire quand il filme la voyage de fin d'année de sa promo. Ah oui. Sur la plage. Autre scène magnifique aussi, oui. Et donc en fait, le cinéma pour Spielberg, là, à ce moment-là et à cet âge-là, d'ailleurs on voit le personnage faire des crises d'angoisse, c'est un médicament, c'est sa bouée de sauvetage. Et donc il préfère, d'ailleurs, je vais pas spoiler la fin, mais il préfère finalement vivre quelque part la vie à travers le cinéma que vivre la vie à travers ce qu'on lui a proposé. Et donc voilà, c'est l'anti, c'est un bonbon, c'est l'anti-cynisme. On sait comment est Spielberg et comment il a sa vision du monde.
mais au moins ça fait du bien un peu cette fraîcheur. Je vais dire une chose, Julien. Bonbon acidulé. Quand tu aimes vraiment un film du fond du cœur, alors là, bravo, tu t'as tout dit. Moi, je l'ai adoré aussi. Attends, je jette mon micro. Non mais là, voilà. Puis en plus, il y a la petite scène avec le grand-père pour faire la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Cette petite scène, parce que chez Spielberg dans ce film-là. Ah oui, on n'a pas parlé. Oui, mais je trouve que ce qui est beau dans ce film-là, c'est qu'en fait, il y a énormément de tendresse et beaucoup de tristesse, mais à chaque fois, il se la pète pas. Spielberg, c'est fin, il y a beaucoup d'humilité, quoi. C'est très humble, ça passe crème, c'est pas prétentieux, c'est juste. Voilà, c'est juste. Et en plus, il y a de l'humour. Tu rigoles, quoi. La scène avec la nana, la catholique, la scène où il va découvrir. Extraordinaire. Ah oui. Voilà. Le juif, le catholique. Enfin, non, c'est. On n'a pas parlé de ce troisième thème qui est en effet important aussi, c'est-à-dire que effectivement sa judéité étant enfant, bien sûr, important. Ça a joué un rôle aussi dans comment il a été formé et comment il a évolué. Il y a finalement, je sais pas pourquoi il dit presque autobiographique dans les interviews parce que c'est quasiment 100% autobiographique quand même. Bah non, parce que c'est à partir du moment où tu fais un film, et encore plus un film qui se passe sur plusieurs années, bah déjà tu choisis de raconter ce que tu veux et tu racontes l'histoire comme tu la veux. Enfin, c'est-à-dire que même s'il y a certains passages qui sont un peu vrais, le mec raconte que ce qu'il veut. Enfin, c'est complètement une romance. Oui, mais sa mère, vous avez pas vu les photos de sa mère. C'est la même coupe de cheveux, c'est sa famille, c'est lui, c'est sa vie, c'est ses sœurs, c'est... Oui, bien sûr. Après l'histoire, oui. Oui, mais quand on vit quelque chose dans notre vraie vie, si tu vis quelque chose pendant 5 ans, quand tu le résumes en 2 heures, bah tu le vis pas de la même manière, quoi. Un traumatisme qui te fait pas dormir pendant 6 mois dans un film en 3 scènes, pour être tout à fait honnête, quand on entend Spielberg en interview, parfois même dans la vraie vie, il a tendance à romancer aussi sa jeunesse et ses débuts de carrière. Il faut le préciser tout de même. Oui, tout à fait, ouais. Bah, c'est du storytelling, hein, évidemment. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il a dit aussi pour les Fabelmans, rappelez-vous, je sais pas si vous avez fait gaffe à ça, qu'en fait la relation avec son père, elle était très mauvaise entre lui et son père, hein, et que là, il est conscient d'avoir romancé, il a fait exprès. Et c'est pour ça que moi je trouve que l'avant-dernière séquence avant Lynch, hein, quand il est avec son père dans un petit appartement, je trouve qu'il y a une émotion qui est très forte dans cette séquence parce que celle-là, on sait qu'elle n'a pas existé. Ils se sont pas parlé comme ça parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à parler à son père. Et dans cette séquence-là, je trouve qu'il y a une émotion très forte parce qu'on sent le mec qui a une séquence qu'il aurait rêvé vivre. Et il aurait rêvé avoir cette relation avec son père, il l'a pas eu. Et moi je trouve que du coup on le sent cette séquence. Moi je trouve qu'il y a une émotion qui est tellement forte et tellement belle quand Paul Dano tombe sur les photos de son ex-femme et qui lui dit il faut que tu réussisses dans le cinéma. Enfin bref. Je rebondis sur la relation au père dont tu parles. C'est que encore une fois avec tout le marketing qu'on veut, etc. C'était ce qu'ils avaient dit pour la sortie de Indiana Jones 3. Que la raison pour laquelle le film existait tel quel et que ça parlait de la relation père-fils, c'est que justement dans la réalité, c'était à peu près la période où il avait réussi justement à retrouver un peu son père, etc. et qu'ils avaient pu justement un peu se pardonner et reconstruire quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait pas longtemps avant sa mort, 3 comme ça. Après, toujours pareil, c'est à romancer parce que voilà, qu'est-ce qui tient du vrai et qu'est-ce qui tient du marketing, parce que comme ça fait que les gens vont aller voir le film. Il faut imprimer la légende, comme dit John Ford. Malheureusement, les Fabelmans, malheureusement, il n'a pas marché aux États-Unis, les gens n'ont pas été le voir, mais en France, il a fait 900 000 entrées, c'est correct. Voilà. Bon, alors Nico, Nico 1 et Nico 2, je sais pas qui veut commencer, le Nico Flop ou le Nico Top. Je vais voir au gré de la conversation, parce que moi en fait je suis d'accord et avec Christina et avec Julien. Et avec toi-même. C'est-à-dire que je suis peut-être d'accord avec moi-même. Je vais voir au fil de la conversation comment ça se passe. Si je m'engueule, vous m'arrêtez. En fait, donc le film, il a 2 gros sujets, le cinéma et la famille. Et quand il parle de cinéma, je trouve le film vraiment formidable, extrêmement réussi. Ouais. Tout ce qui tourne autour du cinéma, on en parlait, la séquence où il découvre le fameux secret de famille qui est entièrement muette, qui ne passe que par le montage, aussi bien du personnage de Sam, mais aussi bien le film, hein. C'est une séquence entièrement de montage qui est vraiment brillante d'ailleurs. Et cette scène, elle est magnifique, par exemple. Cette scène, elle est vraiment magnifique quand il découvre tout et tout ça, c'est superbe. Dès qu'il parle de cinéma, dès qu'il parle de comment est-ce qu'il a reconstitué des films, comment il a filmé des films, comment il a magnifié effectivement la réalité à la fin, parce que c'est ce qu'il voyait avec la caméra, etc. Comment il règle en fait ses problèmes grâce au cinéma. Comme un médicament. Je trouve ça super bien, quoi. Le dernier plan du film, il est tout simple, mais il est très malin. Il donne le sourire. Le film, il se termine là-dessus. On a le sourire direct.
c'est vraiment top. Et tout ça, c'est vraiment brillant. Vraiment, moi, je trouve ça superbe. Et je trouve effectivement, comme tu dis, Jérémy, qu'il est très humble face à tout ça et qu'il est très juste. Et dès qu'il parle de la famille, aussi étonnant que ça puisse paraître venant de Spielberg, là, j'ai trouvé que le film, il avait beaucoup plus de mal à fonctionner. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Christina, on sent qu'il avait pas le recul. Et que du coup... tu vois, on sent que la figure de sa mère, on sent qu'il lui voue une admiration sans borne. Donc il n'y a vraiment aucun recul sur le personnage de la mère. Ouais, mais ça devait être compliqué pour Michelle Williams. Je me demande, face à la relation entre Spielberg, le réalisateur, le fils qui filme sa mère, ça devait être extrêmement compliqué pour elle. Ça devait être compliqué. Moi, de ce que j'ai vu, Michelle Williams, elle s'est beaucoup investie. Alors, son interprétation, il y a beaucoup de gens qui en parlent, parce qu'apparemment, la mère de Spielberg, mais c'est pareil, est-ce que c'est du storytelling, est-ce que c'est vrai ? Beaucoup de gens disent qu'elle était comme ça, qu'elle surjouait ses émotions, mais effectivement dans le film, moi ça donne que Michelle Williams, elle surjoue tout en permanence. Moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film à cause de ça. La première demi-heure, elle a été un peu galère pour moi, parce que vraiment elle surjoue tout le temps à 2000%, donc j'ai trouvé que c'était compliqué, même pendant tout le film d'ailleurs, même une fois que je m'étais habitué, je me suis dit quand même c'est chaud, Michel, vas-y doucement. Ah ouais, en plus j'avais aucune compassion pour elle quand mon Dieu, j'ai brisé tout, mais non, mais finalement je pars avec l'autre, le drama surjoué. Moi du coup je me dis ok, si tu culpabilises, pars pas, ok, voilà. C'est le côté surjoué moi qui m'a sorti de... extravagant. Sa mère est une artiste, c'est la facette artiste de Spielberg. Tout à fait. Mais David Lynch aussi, hein. Ouais, mais c'est là qu'on sent qu'il perd un peu le recul, c'est-à-dire que effectivement sa mère, elle est fantasque. En tout cas dans le film, elle fait des trucs pas très bien, quand même. Elle fait des trucs pas cool, très égoïste et tout ça. Et vraiment, à part une petite engueulade à un moment, mais vite rétablie avec un câlin. Le film nous dit c'est pas grave, c'est une artiste, c'est comme ça qu'elle est, tout va bien finalement, tu vois. Et effectivement, ça aurait mérité d'avoir un petit peu plus de recul et de dire ouais, quand même, elle était pas non plus parfaite. C'est pas toujours facile d'être. Il est pas dans le jugement justement. C'est pas manichéen. C'est un il est dans l'admiration sans borne, je trouve moi. Ouais. Ça c'est vrai. Pour lui, sa mère, elle est sur un piédestal total quoi dans le film. La preuve, on ressent nous-mêmes que c'est pas un personnage qui est forcément très recommandable, donc il l'a quand même décrit comme elle l'était. Il est admiratif, mais on l'a ressenti forcément comme quelqu'un de, comme tu dis, de pas forcément bon à chaque fois. Donc au final, moi je trouve que c'est. Moi j'aime bien parce que le personnage équilibré. J'aime bien parce qu'il est riche le personnage en fait. Il y a tellement de lectures sur sa mère. Justement. Moi ça m'a. Je sais pas, j'ai pas été très convaincu par l'écriture des parents. De manière générale, je trouve que le film il galère un peu à ce niveau-là, et même, je te dis, même en direction d'acteur, je sais pas, il y avait un truc qui le faisait pas. Et l'amant, mais à côté, effectivement, quand il parlait de cinéma, Seth Rogen, j'ai trouvé moyen, ça pareil, va, mais d'accord. moyen. Mais effectivement, quand il parle de cinéma, le film il décolle d'un coup et ça devient très très bien. Donc voilà, c'est pour ça. Moi j'ai navigué entre les deux, c'est-à-dire que des fois je disais waouh ça c'est super, et après je disais waouh c'est un peu chaud. Comme les montagnes russes. D'accord. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Alors Nico, je vois que dans tes flops tu as Le Testament. Parle-nous-en de ce film canadien, québécois. Tu es le seul à avoir vu. Québécois de Denis Arcand. Alors on pourrait appeler ça OK Boomer le film. Histoire d'un vieux monsieur qui trouve que le monde c'est de la merde, que c'était mieux avant, que les gens ils se plaignent parce qu'ils sont fragiles, que avant la vie c'était pas facile mais qu'on savait voir le bon côté des choses, qu'on peut même plus regarder un petit tableau un peu raciste sans qu'on nous rappelle qu'il est raciste, et que quand même nous ce qu'on aimerait voir c'est que le orange est très joli. J'ai tellement envie de le voir. Et évidemment tout ça c'est quand même un petit peu de la faute des bonnes femmes, parce qu'elles sont toutes hystériques, elles écrivent toutes des bouquins très méchants envers les hommes, et en plus elles sont lesbiennes. Alors ça va pas du tout. Est-ce qu'on peut faire des barbecues? Et donc les seuls... Oui, non, alors ça ils en parlent quand même, ils nous font chier aussi avec la bouffe halal et la bouffe végane quand même, ça fait chier à la cantine, franchement, on peut même plus manger ce qu'on veut, et ils nous font chier, on peut plus fumer, on doit manger bio, et franchement c'est chiant.
Voilà, c'est un film qui raconte rien, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste un enchaînement de scénettes où le personnage qui nous traduit les paroles de Denis Arcand nous dit que le monde d'aujourd'hui c'est de la merde et que finalement vivement qu'il meurt, et c'est filmé comme un téléfilm. D'accord. Bravo, bravo. Eh ben écoute, merci, parce que moi ça m'a donné envie de voir le film. Alors honnêtement, je conseille de le voir parce que la première demi-heure est assez hallucinante, parce que le temps qu'on rentre dans le truc, on a vraiment l'impression que c'est une parodie. Mais non, c'est sérieux. Encore mieux. J'ai tellement envie de le voir. Et sinon, j'ai un mot pour dire, pour parler malheureusement du retour raté de John Woo. Oui, que j'ai vu aussi. Oui. Book, avec Silent Night. Si vous voulez voir Joel Kinnaman associer l'ecstasy à la cocaïne, regardez ce film. Il est très mauvais dans le film. Il est plus que mauvais, il est en roue libre total, j'ai l'impression qu'il y avait personne à bord. Il est vraiment très mauvais. Hein. Si, alors moi je trouve pendant les 20 premières minutes, il y a des jolies idées de mise en scène, je trouve. Après, ça se transforme en une de ces croûtes qui ressemble au film de Liam Neeson qu'il fait depuis 15 ans. Là. Moi, je dirais que un des inconvénients du film, c'est justement son procédé narratif sur lequel il voulait faire un film où il n'y a pas de dialogue, et ça, en soi, moi, je trouve l'idée très bonne. Oui. Mais il y a beaucoup de moments où, du coup, ça devient artificiel parce que alors, autant il y a des moments où je trouve ça plutôt cool de pas mettre le dialogue. Par exemple, le moment où il rentre dans la maison, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est fort parce que d'un coup, en fait, elle le laisse reprendre possession des lieux où son fils est mort, etc. Il y a un truc qui est fort. Mais après, je sais plus ce qu'il fait, s'il voit, je sais plus quoi, s'il voit un jouet ou je sais pas quoi, enfin, il se met à gueuler, enfin, pas à gueuler, mais je sais plus, il fait un truc et juste, elle devrait lui dire stop. Et au lieu de dire stop, en fait, elle le regarde. Pourquoi tu le regardes? Il y a des moments où du coup ça fait hyper artificiel parce que les gens autour de lui devraient parler. Mais oui, en fait. Et c'est ça qui est bizarre. Et d'autres moments où le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est malin. Oui. Mention spéciale à la scène d'interrogatoire sans dialogue, où les deux ils se regardent et ils se font des signes de tête, l'air de dire alors t'as un truc à dire, et l'autre il fait non, je te dirai rien, mais juste avec des signes de tête et des haussements d'épaule, quoi. Ils ont dû se marrer au tournage. Ouais, non, je disais juste le problème, c'est que c'est un film normal dans lequel ils se sont dit on va pas mettre de dialogue en fait, au lieu de construire l'inverse, de dire on va pas faire un film sans dialogue et on va voir comment on peut s'en sortir. Ils ont écrit un film tout à fait normal et à la fin ils ont dit vas-y on enlève les dialogues. Exactement. Et roule ma poule, quoi. Qu'il fallait pas faire. Il y a un peu de ça. Et typiquement, il y a le moment où il y a Kid Cudi qui, à la fin, il est dans sa voiture et je sais plus, je crois, il entend sur la radio de la police que il y a des coups de feu ou je sais plus quoi. Ouais. Et donc il sait à ce moment-là que c'est notre héros qui est là-bas. Et au lieu d'avoir un petit mot, mais un mot logique, c'est-à-dire que un truc intuitif, en fait, il se retrouve pendant 20 secondes à mettre sa ceinture et machin, et tu sens que il manque quand même un truc. C'est bizarre que le mec, en fait, il sait ce qui se passe et il a aucune réaction. Et quand il rentre, au début, moi, c'est la chambre d'hôtel. Au début, moi, ça m'a fumé. Le mec rentre dans la chambre d'hôtel, il va voir si le gars respire, et en fait, on découvre qu'il y a une infirmière dans la chambre. Et il n'y en a aucun des deux qui se dit bonjour. Non, ouais. Les deux sont dans la même chambre et t'as personne qui parle. Oui. Ça n'a aucun sens. Au-delà de tout ça, au-delà de ce problème de pas de dialogue, c'est que c'est pas un très bon film, quoi qu'il arrive. Merci messieurs. C'est une brillante analyse du John Woo. Ça donne vachement envie de le voir. Bon, eh bien, nous passons à notre bonne vieille rubrique du Breakfast Club, but at night. Et donc, en ce début d'année 2024, nous sommes gâtés puisque le 6 février, au Luminor, célèbre cinéma indépendant du Marais, nous aurons droit à une magnifique projection d'un film formidable, Chantons sous la pluie, et une projection très très originale puisqu'elle sera en soirée karaoké. Merci mon cher. Walk down the lane with a happy refrain and singing, just singing in the rain. Le pitch en 1927, Don Lockwood, Gene Kelly, star du cinéma muet, a pour partenaire Lina Lemont, donc Gene Hagen. Le couple est très célèbre et enchaîne les films romantiques de cap et d'épée à succès. Le film d'ailleurs commence par la première de leur dernier film. Christina, Nico, Julien, Eddie et Dr Raymond, vous allez débattre de ce film archi-culte. Je sais pas qui veut commencer à parler. Si je peux commencer, oui. Culte pour notre époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à sa sortie, ça n'a pas été un succès.
Et aussi étonnant que ça puisse paraître. Non. Enfin, ça a été un succès au box-office. Il n'a pas trop marché, non, effectivement. Pas tellement moins qu'un Américain à Paris ou d'autres comédies musicales de l'époque. Le film n'a eu aucun Oscar, aussi bizarre que cela puisse paraître. Tout le monde est persuadé qu'il a eu masse de prix, mais en fait, il n'en a pas eu, en tout cas pas d'Oscar. Le film a fonctionné avec le temps, étonnamment. Et même, je me suis renseigné dans les années 50, quand le film sort. Les critiques françaises, par certainement pointe d'anti-américanisme, détestent le film, trouvent que c'est mal doublé, mal joué, c'est véridique. Il y a seulement Claude Chabrol qui pense que ce film va rester, et la nouvelle vague était à ses débuts, était à peine enfanté, mais on sentait que ça allait être comme un nouveau cinéma, un nouveau vent de fraîcheur. Et donc il a eu ses heures de gloire, sa postérité finalement, je dirais pas ces dernières années, mais à la fin du XXe siècle, j'ai l'impression, avec le temps. Ouais, c'est effectivement un classique. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, pas tant pour ses numéros musicaux qui... même si effectivement pour l'époque ils étaient extrêmement modernes et en plus extrêmement ambitieux, visuellement c'est quand même... très ambitieux, très coloré, il y a des décors quand même qui sont assez grandioses et tout ça, mais ça reste quand même des numéros musicaux de l'époque. Mais c'est surtout, moi je trouve, le plus intéressant dans le film, c'est le sujet qui est le passage du cinéma muet au cinéma parlant, que je trouve qui est encore ultra pertinent aujourd'hui parce qu'il montre vraiment comment tous les acteurs et les actrices, les techniciens et techniciennes, tout ça du cinéma doivent faire face à de tels bouleversements, un vrai cataclysme en fait, comme ça a été à l'époque. Et je trouve que le film le fait très bien avec des petites scènes qui sont à la fois drôles, mais en même temps assez j'allais dire assez parlantes, pas de jeu de mots, en tout cas assez qui montrent bien que à l'époque on essuyait les plâtres, c'était une nouvelle technique. Et donc on a cette scène où ils savent pas trop où mettre le micro, comment jouer, comment se placer en tant qu'acteur, actrice, et à la fin ils font la projection test et c'est nul quoi, c'est juste nul, le son est dégueulasse, tout le monde se marre et tout ça. Petite parenthèse, en le revoyant, en le revoyant justement par rapport à cette thématique-là, ça m'est revenu à l'esprit. J'ai dit, en fait, le sujet, c'est le même que Babylone. Et oui, tout à fait. Je suis allée voir, effectivement, et Damien Chazelle disait que son film était un hommage, et d'ailleurs, certaines scènes y font référence, mais que voilà, lui, il avait fait une version cauchemardesque et catastrophique du même sujet que Chantant sous la pluie. Oui, c'est ça, mais de toute façon, oui, on voit que Damien Chazelle, même avec La La Land, il était très inspiré par Singing in the Rain, c'est clair. Mais c'est vrai que je trouve le sujet très intéressant et surtout très pertinent avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma, puisque le cinéma, il est quand même face à beaucoup de défis aujourd'hui techniques qui sont l'utilisation des CGI, l'intelligence artificielle qui commence de plus en plus à être présente et qui pose beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qu'on fait. On en parlait avec The Killer, mais il y a quand même toute une scène qu'ils ont faite où en fait c'est pas Michael Fassbender et ça ne se voit pas, donc ça pose quand même beaucoup de questions sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Comment ça va se passer. Que va devenir le cinéma au sens que va devenir le cinéma, que va devenir l'image des acteurs, des actrices et tout ça. Et puis aussi, il y a cet autre défi qui est la nouvelle façon de consommer avec les plateformes de streaming, les studios n'arrivent toujours pas encore à régler comme problème, ils savent pas trop comment faire. Alors ils ont essayé pendant des années justement de nous claquer beaucoup de films avec plein de CGI. Bon, maintenant les gens ils en ont soupé, ils en ont marre, donc maintenant ils sont partis dans l'autre truc avec le Top Gun ou avec Oppenheimer en disant il n'y a plus de CGI. Alors soit dit en passant, c'est que du marketing, c'est des films qui sont blindés de CGI, il y en a partout. Où ils créent leur plateforme. Non, alors c'est pas fait de la même façon, mais disons que le no CGI c'est quand même c'est juste qu'en en fait on les voit plus quoi, mais il y en a plein. Mais bien sûr, Top Gun, il y en a plein par exemple, il y en a beaucoup. Mais oui, mais c'est justement là où c'est une utilisation beaucoup plus intelligente. Même si le marketing est mensonger, c'est un usage je suis d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça beaucoup plus intéressant. Il y a un moment où justement, quand on voit que tout est faux... Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je suis d'accord que ça montre qu'il y a une transition et que toute l'industrie est en train de réfléchir à comment opérer cette transition. Et du coup, Singing in the Rain, je trouve que illustre bien ça avec l'illustration du passage du muet au parlant, avec toute cette problématique
Et je trouve que le film le fait très intelligemment parce qu'il intègre le fait que c'est une comédie musicale dans la diégèse du film en disant, eh ben, vu qu'on sait chanter et danser, c'est-à-dire que c'est pas comme dans une comédie musicale un peu plus classique où tout le monde chante et danse, mais tout le monde fait comme si personne chantait et dansait, tu sais. Là, tout le monde dit que ouais, en fait, on est tous en train de chanter et danser, et c'est ce qu'on sait faire. Et ben, du coup, c'est comme ça qu'on va sauver notre film, comme ça qu'on va sauver notre carrière, et comme ça qu'on va, entre guillemets, sauver le cinéma. Et je trouve que c'est vachement intelligent, c'est vachement malin, et pour ça, le film, il est encore extrêmement pertinent aujourd'hui. Et en plus, il y a évidemment plein de numéros musicaux, des classiques, hein, évidemment, qu'on connaît tous, comme par exemple la fameuse scène où il chante sous la pluie, bien sûr. Merci Nico. Oui, là où j'ai trouvé le scénario très très bien écrit, c'est que toute la thématique repose en fait sur un seul thème, c'est effectivement le décalage entre l'apparence et la réalité. Et si vous regardez un peu, tous les effets comiques sont basés sur ce décalage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement un film sur l'illusion du cinéma, c'est-à-dire la somme d'illusions qui concourent à créer un film. Il montre le nombre de trucages, de bricolages, de camouflages qu'il implique avant d'arriver à un produit fini. Et c'était vrai à l'époque, et on sait bien que c'est également vrai aussi à notre époque. Vraiment un grand film sur l'illusion du cinéma, et qui est intéressant d'ailleurs à contraster avec Fabelmans dont on parlait, puisque là, on parle d'une époque où on considère le cinéma vraiment comme un art collaboratif. Les films, c'est un film de studio, donc on voit le brainstorming, on voit chacun qui apporte sa petite pierre, et on voit aussi la chute des personnages qui veulent s'élever au détriment des autres. Donc on avait vraiment l'idée de ce cinéma comme un art collaboratif. Et ce qui est intéressant avec Fabelmans, qui parle aussi d'une autre époque du cinéma, c'est qu'on voit que la politique de l'auteur est passée par là. C'est-à-dire qu'un film, c'est plus considéré comme une production globale de studio, mais c'est considéré comme l'œuvre d'un seul homme, de génie. Donc c'est intéressant de voir les tensions et les nuances entre ces deux grands hommages au cinéma. Entièrement d'accord. Parfait, je pense que vous avez vous avez soulevé des points intéressants. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose sur ce classique ? Alors moi je sais pas si ça ira très loin, mais par rapport à ce que tu dis justement entre le lien avec Fabelmans sur voilà, il y en a un où il y a eu la politique de l'auteur. Je dirais il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant sur le procédé de conception. Il y en a un qui parle, voilà, c'est un process assez autobiographique, etc. Et donc il parle de lui-même qui a grandi, etc. Et aussi il raconte comment il est trop fort, hein, on va pas se mentir, et comment l'autre parle de comment le cinéma a dû se réinventer. L'usine à rêve. Et du coup, de montrer un peu la splendeur, de regarder comment Hollywood est fort. Enfin, il y a un truc aussi où je trouve que c'est entre guillemets, un produit marketing de l'usine à rêve. Hollywood est fort, mais en même temps en cassant les codes, c'est-à-dire qu'on nous montre que voilà la grande vedette du moment, en fait, voilà, au départ, c'est juste un cascadeur qui gagnait sa vie dans des numéros à bon marché, en fait, la grande actrice, en réalité, a une voix de casserole et que on récupère tout au post-prod. Donc, à la fois, il y a une exaltation de tout ça, avec les vrais talents, bien entendu, quand on voit l'éclairage, les décors, quand on voit la danse, effectivement, il y a une combinaison de talents, mais qui ne fonctionne pas indépendamment, c'est-à-dire que tout le monde concourt à essayer, et puis la fin du film, c'est vraiment comment est-ce qu'on sauve un film qui va être un désastre, et ça, c'est très très intéressant pour une production marketée grande époque d'Hollywood, justement. Et on voit aussi comment Hollywood traitait les personnages féminins. Bon, ça a un peu évolué lentement, lentement, mais un peu plus sûrement maintenant, mais à l'époque... D'ailleurs, je pense que le film, d'ailleurs, est une vraie arrive à critiquer, on va dire, un peu l'époque, même on est dans les années 20, mais arrive à critiquer déjà à l'époque comment on traitait les personnages féminins et les actrices. Alors, une actrice qui avait une voix de crécelle pour rester... Pour rester poli, avait une voix de crécelle, était blacklistée et totalement... on leur disait au revoir, quoi. Hein. C'était pareil pour les acteurs masculins, hein. C'était pareil. Hein. Bah, oui, il y a eu beaucoup d'acteurs masculins qui ont vu leur carrière, qui était l'équivalent de Rudolph Valentino, son nom m'échappe, un grand acteur du muet qui a vu vraiment sa carrière détruite à cause de sa voix désagréable. Une actrice connue du muet,
d'un coup doit jouer avec une nouvelle corde, mais c'est le cynisme du système. C'est-à-dire qu'il faut correspondre à quelque chose de viable. Voilà, un acteur qui n'a pas la bonne voix, etc. Même si maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que on recherche des jeux aussi beaucoup plus naturels. Oui, le film est très etc., cynique, mais de toute façon. il y a toujours des choses où c'est malheureusement des critères de sélection. C'est-à-dire que voilà, le système est cynique. C'est pas un monde de bisounours. Comme à chaque révolution technologique, il y aura des gens malheureusement sur le carreau. Donc merci à tous. Nous allons passer maintenant à notre troisième rubrique. Eh bien, nous allons revenir sur un film sorti en 1974, donc il y a tout juste 50 ans et en fait son anniversaire. Il s'agit de La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky. They hold the secret to the conquest of death. Le film raconte l'histoire d'un alchimiste accompagné d'un homme ressemblant à Jésus et d'un groupe d'hommes de pouvoir qui décident de grimper en haut d'une montagne appelée la Montagne Sacrée. L'alchimiste leur a promis qu'au sommet de cette montagne, des sages les attendent et leur donneront le secret de l'immortalité. Personnellement, c'est un de mes films préférés, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de ce film ? Ce qui frappe, effectivement, c'est déjà la pure poésie visuelle. Donc on est sur un livre d'images, parfois belle, parfois burlesque, parfois provocatrice, avec plein de références. Donc effectivement, c'est un film qui est d'autant plus intéressant, je pense, si on est un petit peu armé pour le voir. Mais voilà, il y a tellement d'allusions qui vont dans tous les sens. Et c'est vraiment, enfin mon sentiment, c'est vraiment un film de peintre qui peindrait sur une toile en mouvement. C'est-à-dire, il y a très peu de dramaturgie, vraiment l'implication, ce qu'on dirait l'acte 2 en scénario, commence aux 3/4 du film, donc le sujet n'est pas là. Donc je l'ai ressenti avant tout comme un film effectivement visuel, un film de plasticien pour ainsi dire. Après, malgré son côté frappant, je me demande s'il n'a pas un peu perdu de sa provocation, c'est-à-dire que les transgressions qu'il essaie de mettre en avant ne sont plus forcément les nôtres. Au milieu de cette forêt de symboles intemporels, je trouve que le film peine un petit peu, après l'avoir revu, à être intemporel, c'est-à-dire qu'il est vraiment un produit de son temps, donc, et ça se voit d'autant plus quand il essaie de confronter ces images archaïques, donc empruntées à l'astrologie, à l'alchimie, aux différentes traditions, etc., avec les images qui étaient contemporaines à l'époque. Donc effectivement, plein d'allusions à l'impérialisme américain sur l'Amérique du Sud, à des figures comme Allen Klein, le producteur du film d'ailleurs, Timothy Leary, etc., etc. Donc c'est à la fois des thématiques qui se veulent être très très intemporelles et qui sont en même temps très très figées dans son époque. Et ça peut se lire effectivement comme une allusion, un adieu aux illusions des 60s, mais je me demande si la métaphore serait presque à refaire pour être en accord avec notre monde d'aujourd'hui. Moi je trouve pas, je trouve que le film est complètement intemporel et dénonce à coups de tronçonneuse la religion et les strates et les grands de ce monde qui étaient ce qu'ils étaient dans les années 70 et qui, oui, ils ont évolué, mais on peut retrouver des équivalents dans le monde d'aujourd'hui et prendre la métaphore de la société, du capitalisme et de l'argent. On parlait tout à l'heure des films et de l'industrie du cinéma. Ce film est exactement le contre-pied de tout ça d'ailleurs. Et je vais citer Jodorowsky peut-être à plusieurs reprises parce que je l'ai vu pour son 50e anniversaire à l'Étrange Festival. Oui, je me répète. Mais le voir en la présence de Alejandro Jodorowsky, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il l'a dit, je n'ai jamais fait de film pour gagner de l'argent. D'ailleurs, j'en ai toujours perdu. Et pour la petite histoire, la manière dont il a fait ce film, le fond et la forme se retrouvent complètement. Pour la petite histoire, donc ce film a été financé, on lui a donné 2 millions de dollars pour faire un film. C'est un peu John Lennon, Yoko Ono qui ont mis un peu la main dans le porte-monnaie pour lui filer ces 2 millions de dollars et il est parti avec sa troupe au Mexique, sans autorisation, sans aucun plan, pour tourner son film qu'il a écrit d'ailleurs, et je pense qu'il avait les grandes lignes, mais qu'il a écrit au fur et à mesure de son trip, dans tous les sens du terme. Et par exemple, il avait loué des costumes de policiers pour que des comédiens arrêtent la circulation pour qu'il tourne son film au plein milieu de ville du Mexique. D'ailleurs, il ne cite aucun endroit parce qu'il a failli se faire arrêter, les flics l'ont couru après, etc.
Bref, donc un film complètement hors des clous dans sa conception et qui dénonce toutes les strates et le pouvoir de la société et l'argent en ligne de mire. Je suis fan absolu parce que cet alchimiste-là qui nous fait son monologue, et moi je trouve ça extraordinaire quand il dit d'élargir le plan. Voilà, parce qu'il dit en gros qu'il faut élargir notre vision des choses. En fait, moi je trouve que ce film c'est un appel à la tolérance, à la curiosité, à l'émerveillement. Moi c'est la nature, ce qu'on ressent. Moi je trouve que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre déjà. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Enfin moi j'avais les sens en éveil et je trouve qu'en plus donc je suis pas d'accord avec Monsieur Dr Raymond, je suis plutôt d'accord avec Christina. Je trouve que ce film est universel, qu'il ne vieillira jamais dans ce qu'il dit. Voilà, les dictatures, il y en aura toujours. Bon, lui, il est chilien quand même, donc voilà, il parle de Pinochet, voilà, il parle de massacre, de viol, voilà. Je trouve qu'il y a un parallèle. Enfin, moi, j'y pense quand je pense à ça, quoi. Voilà. Donc, il attaque la religion, le fait qu'on vende des prix exorbitants des bibles, etc. Enfin, oui, il critique l'argent, le capitalisme, et ça, c'est indémodable de faire ça. Voilà. Et je trouve qu'en plus, visuellement, le film, je trouve ça fonctionne toujours. Visuellement, c'est propre, c'est beau, c'est des tableaux, quoi. Moi je suis fan absolu, donc j'ai pas de je bois les mots de Christina et je donne la parole du coup à Eddie qui l'a vu, je pense. Alors pour rejoindre un petit peu François, mais pas complètement, je dirais que effectivement il est très ancré dans son époque, mais après en même temps je dirais je trouve ça plutôt bien qu'ils soient ancrés dans son époque, parce que alors évidemment, oui, il y aura toujours des dictatures, etc. Mais justement, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant que de dire quelque chose sur un temps donné. Parce que, en fait, si on dit toujours... s'il faut toujours que ce soit d'actualité, c'est un petit peu dommage aussi. C'est-à-dire que justement, avoir un témoignage d'une époque, moi, je trouve ça plutôt pertinent. Et après, moi, narrativement, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes. Et en même temps, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un moment où ça devient un peu artificiel comme truc, comme process. Ah oui, c'est les nombres de planètes du système solaire. Effectivement, mais après, dans la manière de présenter les portraits, 7 fois d'affilée, etc., je trouve qu'il y a un truc qui devient un peu froid, alors que je trouve que tout le début est assez intéressant parce que justement, il y a un truc qui est très visuel, comme le dit François, et qui se présente comme ça. Enfin, je trouve que ça marche très bien, et au bout d'un moment, je trouve que ça devient un peu une mécanique. Parce que, à mon sens, on est vraiment sur du livre d'images, comme un tirage de tarot, c'est-à-dire qu'on va te présenter les cartes les unes à la suite des autres, et on n'est pas dans une véritable dramaturgie, et la dramaturgie, encore une fois, elle commence au début, effectivement, et elle reprend très tard dans le film. Donc entre les deux, on est vraiment sur des tableaux d'une exposition. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire d'ego, très certainement, parce que, mine de rien, dans le film, l'ami Jodo, il se met en scène en tant que l'alchimiste qui va guider les gens vers l'illumination. Il se pose quand même comme quelqu'un de supérieur à tout le monde, qui va diriger tout le monde. Donc forcément, tu critiques quand même ça, en critiquant le capitalisme et même la religion, mais à côté, il se comporte un petit peu justement comme un leader religieux. Donc effectivement, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une espèce effectivement d'ambiguïté sur le truc, en disant « j'aime pas cette religion, mais venez voir la mienne ». Tu vois, il y a un petit côté peut-être un petit peu comme ça. Vous parliez des drogues, etc. Il dit, ouais, tout ça, le cinéma, les drogues, le sexe, tout ça, c'est des choses qui finalement, c'est des illusions qui nous emmènent et qui nous font passer un bon moment, mais la réalité, elle est ailleurs. La vérité est ailleurs, bien sûr. Pour moi, c'est un de mes cinéastes préférés. Pour moi, c'est un génie parce que justement, il montre qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à un film, et la preuve en est, on est en train d'en parler depuis 20 minutes. Voilà. Wow. C'est exact. Ça. Je pense qu'il y a ça. Il y a cette richesse dans ce film, et il le sait, il en est conscient, il nous le dit à la fin. Et en gros, il dit, je vous ai bien eu, et maintenant vous allez en parler pendant 50 ans, et encore. Voilà. Bien vu, bien joué. Sacré Jodo. Quel arnaqueur. Bon, c'est moins de l'arnaque que le monde après nous, quand même. Ah non, c'est pas du tout la même démarche. Hein. Ça, c'est clair que c'est pas la même démarche. Hein. On en pense qu'on en veut du film, et c'est un film qui est totalement sincère de la part de Jodorowsky, quoi. Tu vois. Après, on adhère ou pas au message. Mais... Oui, voilà. C'est un malin. Là-dessus, il triche pas, quoi. Je pense que c'est claro que si. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs. Continuez à nous suivre sur YouTube, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et n'hésitez pas à donner vos avis
surtout. Commentez. Et on souhaite à tout le monde une très belle année de cinéma, bien entendu. Je pense qu'on aura encore beaucoup de belles choses à voir en 2024. Merci en tout cas à tous. Et n'oubliez pas... Hasta la vista. Baby!